Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans cette 16e émission de la saison 2 de Grande Frequency. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, revue de presse, interview, on va parler peinture avec un peintre de l'air et de l'espace qu'on va vous introduire juste après. En attendant, générique. Jet 583, last way star, way 26 left. The frequency is 12547, the rest is unchanged. 882, you were not cleared for takeoff. What are you doing? Now, working on it. 583, last way star, way 26 left. Radio now. No radar. Et donc, rebonsoir à tous pour cette 16e émission de Grande Frequency dans la saison 2. Donc, je suis comme d'habitude accompagné de Alexandre, fidèle acolyte. Eh ben, c'est un plaisir d'être à tes côtés ce soir, Antoine. Ravi d'être dans cette nouvelle émission. Alors, dis-nous, on a un invité aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous l'introduire ? Eh ben, merci Arthur Thomas d'accepter notre invitation, d'être présent ce soir. Donc Arthur, tu es peintre de l'air et de l'espace. Tu étais notamment la toute première recommandation de Joris sur ce format émission. Donc c'est un plaisir qu'on puisse te recevoir ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Content d'être là, t'as de nous parler un peu de tout ce que tu fais, de tous les projets en cours. Ouais, bien sûr. C'est un super projet. Je suis super content d'être là. C'est nouveau, hein, je fais pas ça, j'ai jamais fait ça, donc je vais découvrir en même temps que vous allez me guider là-dedans, mais c'est chouette, ouais. On va passer un bon moment ensemble. N'est-ce pas, Alexandre ? Mais bien sûr, comme chaque émission, mais tout particulièrement ça. Bon, écoute Antoine, on parle d'émission. Qu'est-ce qu'on fait à chaque fois ? Revue de presse. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'actualité des 2 dernières semaines ? On va commencer à avoir une petite sélection d'articles. Alors tout d'abord, une première news sur, donc on a pas mal suivi dans Grande Frequency tout ce qui se passait autour de la guerre commerciale des États-Unis et de Donald Trump et de toute l'administration Trump actuellement. Et la première news concerne la décision des États-Unis de suspendre l'exportation de certaines technologies sensibles vers la Chine et notamment le moteur de CFM, le LEAP-1C qui équipe l'avion Comac, le C919. Donc la nouvelle est parue j'ai un article là de Air Journal il y a une petite semaine. Donc c'est quand même un gros coup dur pour la Chine puisque le C919 il est justement connu pour être très dépendant des technologies occidentales. Il y a à peu près 50% des éléments de cet avion qui dépendent de fournitures d'entreprises en dehors de la Chine. Et donc là effectivement sans moteur on peut faire des planeurs mais ça va être plus compliqué de voler. Donc voilà, dans la guerre actuelle, Pékin a dénoncé un blocus malveillant des États-Unis et une tentative de freiner son développement industriel. On sait que la Chine met vraiment les bouchées doubles pour arriver à essayer de rattraper son retard en aéronautique, en tout cas civile. Donc voilà, un cas assez d'école en termes d'armes géopolitiques avec l'industrie. Bon, c'est un package un peu global. Hein. Il y a aussi, dans ce package-là, il y a les semi-conducteurs, il y a l'intelligence artificielle. Enfin voilà, c'est un ensemble de mesures un peu protectivistes. Oui, enfin bref, protectrices, un truc comme ça. En tout cas, la Chine n'a pas vraiment de moyens actuellement de remplacer ce moteur du C919. Ils essayent de développer un moteur national, c'est le CJ1000A, mais il n'est pas encore du tout prêt à équiper l'avion. Donc voilà, en attendant, plus de livraison chez Comac, ils vont devoir attendre un petit peu. Alors qu'il y a déjà quelques appareils qui volent dans les compagnies chinoises, il est encore loin d'être certifié en Europe ou aux États-Unis, mais voilà, il y avait déjà des premières liaisons commerciales avec cet avion. Donc voilà, à voir comment ça va évoluer. Ça pourrait se résoudre demain comme dans un mois, comme dans bien plus longtemps, donc à suivre à quel point ils vont négocier autour de cet avion et de ses moteurs. Deuxième petite news avec une news sur l'aviation civile. Avec cet article d'Air et Cosmos, on a Indigo, Delta, Air France KLM et Virgin Atlantic qui ont décidé de faire un partenariat stratégique majeur. Donc là, vous avez à l'écran, c'est Flying Even Further Together. L'idée, c'est de vraiment renforcer les connexions aériennes entre l'Inde, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et l'idée, c'est d'avoir une meilleure connectivité, correspondance simplifiée et aussi une harmonisation des services entre toutes ces compagnies. Bon, c'est plein de choses, hein, les horaires, les services à bord, les programmes de fidélité. L'idée, c'est d'offrir aux passagers une expérience plus simplifiée et de faciliter les vols entre l'Inde et donc les pôles majeurs que sont l'Amérique du Nord et l'Europe.
Le lancement est prévu dès juillet 2025 des premiers vols long courrier vers l'Europe d'Indigo, avec destination d'Amsterdam et de Manchester. Voilà, ils ont reçu des 787 et des 350, donc il va y avoir de plus en plus des vols long courrier pour Indigo. Et de son côté, on aura Delta qui va desservir des vols directs entre Atlanta et Delhi. Donc voilà, beaucoup plus simple on sait que le transport aérien en Inde est en plein essor, en Asie en général, mais en Inde plus particulièrement, avec toujours des commandes immenses des différentes compagnies indiennes. Donc voilà, un petit accord pour que tout le monde s'y retrouve et que à la fois compagnies aux États-Unis et en Europe soient aussi et une part là-dedans. T'en penses quoi, Alexandre? T'as envie de voler facilement entre l'Europe et l'Inde directement? Effectivement, ça a créé plus de trafic, donc ça va être intéressant de voir aussi toute cette accentuation et peut-être ce partage, cette diffusion de l'augmentation des trafics en Inde. Trafic de vol peut-être arriver en Europe aussi. Il y a un gros trafic intérieur, mais il commence de plus en plus à voyager aussi à l'extérieur du pays, donc ça va être intéressant. À titre d'exemple, moi j'avais beaucoup d'amis indiens pendant mes études qui se retrouvaient fortement embêtés dès qu'ils devaient faire des vols direction de l'Inde. C'était pas si évident de trouver des billets un peu abordables et des liaisons qui se faisaient bien, donc voilà, c'est un bon partenariat. Donc voilà, on a fait aviation civile, et on va passer au spatial avec cette news parue dans Challenge au sujet du bilan des micro-lanceurs du New Space. Donc c'est paru cette semaine. Alors le secteur des micro-lanceurs, on en a parlé plusieurs fois, c'est en pleine expansion. Il y a vraiment beaucoup de startups ou de petites entreprises d'entreprises déjà bien avancées qui se lancent dans ce marché du New Space. Mais il y a encore peu d'acteurs qui ont réussi à vraiment concrétiser sur ces micro-lanceurs. Il y a eu un échec en mars 2025, donc assez récemment, il y a eu l'Isar Aerospace qui a connu un échec lors du lancement. C'était la fusée Spectrum. Il y a eu une perte de stabilité juste après le décollage et il y avait des images. On a peut-être la vidéo, on la verra. Il y a eu un décollage et c'était une plaine un peu glacée, etc. Enfin, elle est retombée, elle a explosé. Donc voilà, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent, mais tout le monde n'est pas encore au niveau de SpaceX qui a réussi à partir à lancer régulièrement des satellites en orbite. En France, on a quand même beaucoup d'acteurs qui sont en train de se positionner sur le marché. On a Latitude avec son lanceur Zephyr, il y a Maya Space qui est une filiale d'Ariane Group, et on a aussi Hyperspace avec Orbital Baguette One. J'aime bien à chaque fois rappeler leur petit nom. Donc voilà, il y a énormément d'acteurs. Par contre, ceux qui ont réussi à lancer des petits satellites en orbite, il y a que SpaceX et Rocket Lab pour l'instant. Là, eux, Isar Aerospace, ils comptaient vraiment réussir à le faire cette année, mais comme on peut le voir ici, alors les images sont sympas. C'est un peu pour ça, même si le lancement était en mars 2025, et là, la news de Challenge m'a permis d'en reparler cette semaine. Mais voilà, on voit la perte de stabilité peu de temps après le décollage, une vingtaine de secondes, et elle a tendance à retomber juste à côté du pas de tir. Une image toujours assez impressionnante, donc à voir au prochain essai de cet acteur. À savoir qu'en France, le CNES soutient activement des projets et prépare le centre spatial guyanais pour être capable d'accueillir ces micro-lanceurs et de faire les premiers lancements en tout cas de startups françaises et européennes. Donc il y a beaucoup de défis techniques, mais il y a un marché énorme de beaucoup d'acteurs qui se lancent dessus, donc à suivre, à voir qui gagnera un petit peu la nouvelle course au New Space et à envoyer les premiers lanceurs dans l'espace, et après encore mieux en faire des lancements réguliers de tous ces micro-satellites. Ça fait des beaux effets spéciaux en tout cas. Un raté comme ça, il faudrait donner le conseil à Michael Bay, ça peut être utile. Ah voilà, j'ai pas. T'as pas là Michael Bay, si c'est le dernier. Transformers. Ah ouais, ok. Merci Alexandre. J'avais pas son nom. Avec. Ouais, t'es obligé. Avec la vieille génération. C'est vrai que là les images sont assez sympas. Je sais pas pour les ingénieurs qui ont fait ça, mais en tout cas pour le grand public, ça montre encore le chemin à parcourir. Alors, avant de passer aux news militaires, j'ai une dernière petite news sur tout ce qui est aviation du futur, avec un article de La Tribune au sujet de l'aérien français qui veut passer à la vitesse supérieure sur les traînées de condensation. Donc c'est un article publié la semaine dernière. On sait que les traînées de condensation ont un impact vraiment assez important sur le réchauffement climatique. Il serait actuellement, les estimations sont toujours en cours, mais au moins aussi important, voire plus que le CO2 émis lors des vols. Et donc elles ont été regardées assez tard par rapport
rapport aux émissions de CO2. Donc il y a les bouchées doubles en ce moment pour mieux caractériser l'impact et ensuite comment le réduire. Et donc en France, on a des acteurs comme Airbus, Safran, Thales ou même Air France qui s'organisent pour réduire leur impact. Des fois, ce serait juste changer certaines altitudes de vol et pour éviter la formation de trains de condensation dans des zones un peu sensibles. Et il y avait l'exemple donc de Thales qui a testé avec Amelia aussi un outil appelé Flight Footprint. Donc l'idée, c'était sur un vol vraiment optimisé, ils arrivaient à éviter alors ce qu'ils appellent l'impact climatique global de 40%. Donc ça permet d'éviter pas mal de réchauffement, enfin voilà, limiter le réchauffement climatique lorsque c'est possible en évitant certaines zones. Il y a l'ADEME et l'ONG Transport et Environnement qui estimaient que 3% des vols étaient responsables de 80% de l'effet climatique lié aux traînées. Donc les corriger, ça fait un petit peu plus de CO2, mais en tout cas ça limite énormément d'autres impacts en termes de réchauffement climatique. Donc voilà, à suivre comment est-ce qu'ils vont réussir à mieux les caractériser et ensuite arriver à limiter toutes ces traînées et leur impact. Voilà, petite news aviation du futur Ok, avant de ça passer va. aux militaires pour te faire plaisir, Alexandre. Il en faut Avec toujours. ces news que tu m'as forcé à dire Forcer à aujourd'hui. inclure. Non, mais en même temps, c'est le plus important. finalement. Évidemment, Ce que tu as c'est- cité, c'est- c'est ces deux news-là qui font. T'as oublié tout le reste déjà, rien que de pensée militaire. Alors la première, c'est donc la confirmation cette semaine du choix par la Colombie du Gripen au détriment du Rafale. C'est le Gripen, c'est l'avion de chasse suédois. Voilà, qui se vend pas énormément. En tout cas, il y a quand même quelques pays, tu les connais mieux que moi, qui l'ont choisi. Mais voilà, la Colombie, il y avait le Gripen et le Rafale en compétition. Je crois qu'il y avait plus que eux deux en sorte de finale. Les autres avaient été déjà Ça a évincés. été plutôt. Il y avait du F-16, je crois aussi. Ouais. Mais toujours est-il, Mais, voilà, l'annonce officielle du président colombien de choisir des Gripen. T'as le nombre d'appareils en tête L'appareil de Gripen. Le nombre de Gripen Ah, je l'avais écrit. doit pas non, être un ça doit nombre. être 14. C'est pas écrit, donc c'est pour ça que je te Ah, bah, demande. ok. Ah oui, il y a ça doit être 14 appareils, Ouais, il me une semble, dizaine. suédois, Ok. qui étaient commandés par la Colombie, du coup. Voilà, donc petit coup dur pour le Rafale, mais il se vend bien dans d'autres pays. Il y a d'autres choses qui vont se produire. Est-ce qu'on aura des annonces au Bourget à voir Bourget qui arrive bientôt. Au Bourget qui arrive dans 2 semaines déjà. Vous nous y retrouverez. Et la dernière news, c'est l'opération ukrainienne Toile d'araignée. Voilà, c'était une grosse opération de l'armée ukrainienne qui a consisté à envoyer des camions qui contenaient des drones aux abords de bases aériennes militaires russes, et qui a permis de détruire 40 aéronefs sur 4 bases différentes, dont certaines très vraiment en profondeur dans les terres. Les Russes pensaient que leurs avions étaient vraiment intouchables de n'importe quel missile ukrainien, parce qu'ils avaient vraiment, même en Sibérie, je crois qu'il y a une base qui est vraiment ultra éloignée de la ligne de front en tout cas. Et donc opération coordonnée sur 4 bases pour réussir à détruire des bombardiers stratégiques, qui étaient donc ceux utilisés pour envoyer des missiles sur l'Ukraine entre autres. Donc voilà, gros coup dur. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura une escalade? On parlait beaucoup actuellement peut-être de cesser le feu ou autre. En tout cas, c'est des choses dans les tuyaux. Bon, à suivre. Serait-il que grosse opération de l'armée ukrainienne contre l'armée de l'air russe. C'est bon, Alexandre, j'ai dit tout ce qu'il C'est faut. bon, tu voulais toi, tu as rajouter des dit- choses Non, mais sur c'est cette parfait. news. Antoine, tu sais très bien décrypter aussi bien que moi, décrypter l'actualité. Bah, il y avait quelques infos. On va Mais- essayer toujours de vous faire notre petite sélection. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas dans le chat. En hein, tout si cas, vous merci avez- Antoine, si c'est des c'était choses qui vous très plaisent. très clair, c'était très synthétique et puis Eh on ben, a attends, appris plein de choses. Pas mal. Ça va, t'avais entendu parler toutes les news ou non? Il y en a une ou deux que t'avais pas vu passer? Pas toutes, mais bien expliqué. Eh ben nickel. On va passer à la suite, Eh Alexandre. ben, écoute, Donc, avec, ouais. Alors en tout cas, sache Arthur que tu as le bonjour de plein de personnes dans le chat de Sus et un certain frérot. Donc voilà, tu pourras le savoir maintenant. Mais on va passer. Je vois de qui il s'agit dans les deux cas. Ouais. Ouais, c'est bon. Maintenant, on va passer Nickel. au sujet clé, phare de cette émission, c'est ton interview. Tu vas pouvoir un peu nous parler de tout ton parcours, de tous tes projets. Mais bien sûr, pour commencer, pour revenir surtout sur la partie clé, il faut comprendre les débuts. Et donc, j'aimerais bien savoir comment tu as commencé et entretenu, on va dire, ta fibre artistique et que tu es arrivé justement dans ce milieu artistique-là. Comment s'est créé cette étincelle? Comment ça a commencé tout ça? Ouais. Bon, il y aurait plein de façons d'expliquer tout ça. Version longue, version courte, version moyenne. Je ne sais pas exactement comment je vais aborder tout ça. Bon, concrètement, je dessine depuis que je suis tout petit. Je sais que ça a toujours été là. Mes parents, je voyais des photos de quand j'étais bébé, je dessinais déjà. J'ai dessiné toute mon enfance et c'est vrai que je me rappelle, je dessinais pas mal d'avions aussi. De là à dire qu'il y avait le truc déjà en place, clairement pas. Toujours est-il que voilà, le dessin m'a toujours accompagné.
Et voilà, j'ai fait des études, je dirais, j'ai fait un parcours scolaire assez traditionnel. Je suis passé par des études assez traditionnelles également. Je suis passé par des facs, fac de médecine, école d'infirmier, études de droit. Donc on est très loin de l'aéro dans tout ça. Sans jamais vraiment arrêter de dessiner, pour être tout à fait transparent, mais pas au point d'avoir une quelconque velléité d'une carrière artistique. Donc j'ai fait mon petit parcours d'études comme ça. Je suis arrivé en droit et en 3e année de droit, je découvre le droit aérien. Et à ce moment-là, alors que je ne savais pas exactement dans quelle direction j'allais avec les études juridiques, j'ai dit ça parle d'avion et là tout de suite ça a connecté. Donc j'ai probablement réinvoqué des souvenirs d'enfance. J'ai pas d'aviateur dans ma famille du tout, hein, mais il y avait quelque chose d'irrésistible pour moi au milieu de ces études de droit, de faire du droit aérien. Je pars en études de droit aérien, donc j'y vais à fond, et je pars à Bordeaux pour ça. Et là, je vous parle pas du tout de dessin. Ah ouais, non, mais ça. On va y arriver, exact. mais en fait, voilà, j'ai fait un parcours d'études qui m'a mené à faire des études de droit, et puis droit aérien, et puis j'ai terminé mes études de droit, et puis je voulais pas être avocat, c'était pas du tout ce qui m'intéressait. Là, je vous parle de ça, j'ai l'âge de 22, 23 ans, quelque chose comme ça. T'avais pas encore vraiment de vocation à ce moment-là, t'avais fait des études, des choses qui te plaisaient un petit peu, mais en tout cas, t'avais pas encore eu le déclic de la vocation. Hein. Tout à fait, j'étais pas du tout, absolument pas dans un quelconque parcours tracé ou quoi que ce soit. Je cherchais vraiment quelque chose qui me faisait vibrer. L'aéro, clairement, je faisais des études de droit, j'ai cumulé les deux. Mais à la fin de mes études de droit, c'est très bien, mais voilà, je ne veux pas être avocat, je veux pas non plus être juriste ou des métiers vraiment juridiques. J'avais pas cette fibre-là. Tous mes copains qui étaient avec moi à la fac le savaient très bien de toute façon. Et en fait, j'ai postulé pour une formation à l'ENAC, à Toulouse. Donc j'ai suivi cette formation qui m'a amené à faire des cours en anglais. C'est là aussi que j'ai bifurqué du côté anglophone de l'opération, parce que c'est la langue de l'aéro aussi, hein, d'une certaine manière. Et 6 mois de stage que j'ai effectué à Paris, dans un lobby à aviation d'affaires. Et c'est là que je travaille toujours aujourd'hui. Alors pas à Paris, mais à Bruxelles. Ok. Et comment on revient à notre histoire de dessin, de peinture, tout ça ? En fait, c'est à l'issue de ce long parcours d'études, je suis en poste, je travaille à Bruxelles, je travaille en anglais au quotidien, enfin bref, plein de choses très, très marquantes au final dans le parcours par rapport à d'où je suis issu. Pour l'anecdote, je suis né au Mans, je suis manceau, donc on n'est pas dans l'univers de l'aéro particulièrement au Mans. C'est un bassin industriel, mais pas pour l'aéro. Surtout pour les bagnoles, ouais. les bagnoles de course et les courses automobiles. Donc quand j'arrive à Bruxelles, je commence ma carrière en fait. Et j'ai la sensation d'avoir quelque chose de tellement... Je ressens ça comme un privilège, une opportunité folle, quelque chose on m'a vraiment accompagné, donné ma chance. Là, je vous passe le détail des personnes qui m'ont accompagné, mais j'ai eu de la chance, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, etc. Et donc, je me retrouve à être à Bruxelles dans ce métier complètement fou, affaires européennes, avec des collègues qui viennent de 10 pays différents, en aéro. Enfin, le kiff, quoi. Là, ça te plaisait vraiment. Pour le coup, tu avais trouvé ta vocation en dehors de l'art complet. C'était vraiment tes études qui t'avaient amené dans le droit. À ce moment-là, l'art n'existe pas dans ma vie. Hein. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais l'art aéronautique n'existe pas dans ma vie. C'est pas ton métier. En tout cas, c'est vraiment là. C'est pour dire que vraiment, tu as gardé un métier à côté. C'était pas la voie artistique en premier. Absolument. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Mais pour le coup, je suis donc je travaille à Bruxelles dans une boîte qui fait de l'aéronautique dans les affaires européennes. C'est palpitant, je m'éclate, vraiment je passe ma meilleure vie, quoi. Je passe des bons moments. Et il y avait un paramètre qui avait joué fort, c'était qu'on m'avait on m'avait recruté alors que je parlais pas vraiment bien anglais. Or, c'est la langue de travail dans la boîte. Donc on m'a vraiment on m'a fait confiance. On m'a dit à l'embauche, maintenant Arthur, tu vas passer à l'anglais. Donc c'était ma mission. Et en fait, dans ma tête de français, il y avait les 6 mois de période d'essai. Alors, ça existe, je sais que ça existe plus vraiment. Encore, hein, ça reste. Bref, c'est toujours un peu là quelque part, mais il y a toujours cette sensation qu'il faut faire tes preuves au début. Ouais. Et en fait,
Je fais ces 6 mois, donc c'est des mois extrêmement déterminants. J'ai de la pression, mais pas trop. Enfin, ça se passe bien, quoi, globalement. Mais dans ma tête, je me dis, à l'issue de ces 6 mois, je vais offrir un espèce de. Un cadeau, en fait, à mon patron. Alors, c'est pas lui au sens du patron, mais à la boîte, qui m'a fait cet immense privilège. Moi, je perçois ça comme un privilège, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, j'ai de la reconnaissance, et je convertis cette reconnaissance en un cadeau. Et ce cadeau, c'était une série de 6 toiles. Ok. Des toiles aéronautiques. Pourquoi ? Parce que la boîte était une boîte d'aéronautique. Tu t'es dit, tiens, j'ai ma passion à côté qui pourrait faire un beau cadeau, c'est un truc un peu perso, ça va vraiment leur Exactement. montrer qu'ils ont bien fait de me laisser ma chance. Et... Oui, Et- il y a même pas, j'ai envie de dire, c'est même pas Ah. ce stade-là de calcul, c'est juste vraiment, pour moi, c'était une... Plus de la tu vois, gratitude. Oui, la gratitude, C'était pas dit exactement. dans ce sens-là, c'était vraiment, ouais, voilà, Ouais. je suis content, je leur montre de manière. C'est ouais. exactement de la gratitude, Ouais. ouais, tout à fait. Et j'ai peint des toiles d'avions d'affaires. Alors, là où je reviens au début de mon bazar, je vous disais que je faisais de la... En fait, j'ai commencé à faire des tableaux aux alentours de 2013, quelque chose comme ça. Ça n'avait rien de spécial, c'était très très organique, c'était pour faire un cadeau, une ex-copine, enfin un truc comme ça, quoi, je veux dire. Je trouvais que c'était une chouette idée de cadeau. J'avais fait un tableau, j'avais peint la fée Clochette en noir et blanc. Pourquoi Ok. noir et blanc ? Parce que j'avais pas besoin d'acheter 30 pots de peinture. Donc j'ai pris du blanc, du noir, j'ai fait mes mélanges et j'avais tout ce qu'il me fallait. Et en plus de ça, si chez elle, elle avait un mur vert pomme ou un mur jaune poussin, ça marchait, quoi. Il n'y avait pas de problème de... C'était C'est pratique. comme en ça fait. que j'ai commencé le noir et blanc. Hein. Ah ouais, Faut ok. bien comprendre. Hein. Pour Ça, c'est- offrir des tableaux à des ex. Ouais. Non, Et en fait, j'ai fait quelques tableaux comme ça. J'en ai fait une petite dizaine. J'ai peint Iron Man, j'ai peint Batman, des trucs de geek, j'ai peint des trucs Star Wars. J'ai peint une panthère noire. Enfin, vraiment, je faisais des trucs comme ça pour Tu toujours, t'amusais, quoi. C'était- toujours dans la démarche d'offrir. Ouais. Ok. Et puis ma toute première toile aéronautique, c'était un cadeau à nouveau. C'était un Falcon 7X. Et c'était à la fin de mon stage à Paris. Donc avant que je sois embauché à Bruxelles. Ok. Bref, voilà comment je mets le pied à l'étrier sur la peinture aéronautique. Et voilà en fait comment tout commence. On est du coup en 2015 à ce moment-là. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler comment accélérer derrière ta carrière, à basculer ta carrière d'artiste 100% aéro, et puis ce qui t'a amené notamment à avoir plein d'opportunités, dont la vente d'une toile qui se retrouve chez Dassault Aviation, quoi. Ouais, alors il s'est passé plein de choses. Ça a été un parcours... je sais pas comment le décrire. Moi, ça a été une surenchère permanente d'incroyables anecdotes. Et ce qui s'est passé, c'est que concrètement, j'ai commencé à faire des tableaux d'avions. Donc après les tableaux que je partage, enfin que j'offre à ma boîte, j'en peins pour moi. Donc je commence à en faire pour mon plaisir, pour mettre dans mon bureau. Rafale, sans surprise déjà à l'époque. Et puis en fait, à un moment donné, je commence à partager sur les réseaux sociaux parce que ça se faisait en fait, et puis ça se fait toujours. Et puis, puis voilà. Et assez rapidement, il y a eu, ça a pris quoi. Alors j'ai pas fait c'est très organique tout ça, mais j'ai publié sur des groupes Facebook où il y avait des gens du milieu, de l'aéronautique, des pilotes, des trucs comme ça, parce que c'était mon métier par ailleurs, et pas pilote, hein, mais voilà, j'étais dans l'aéronautique, et j'ai des gens qui commencent à liker, mais vraiment des gens que je connais pas, quoi. Enfin, donc c'est quelque chose qui est marquant, qui donne une envie de continuer. Ça vient saisir quelque part au trip comme ça. Ça t'a touché quoi? Tu t'es pas lancé avec un plan de com bien défini. Tiens, Ouais. C'est vraiment ça a pris. T'as commencé à diffuser. Des encouragements, des Ouais, encouragements que j'ai interprétés comme des encouragements, mais des encouragements réels également, de Ouais. gens qui m'ont dit c'est formidable, etc., etc. Et pour arriver au fond de ta question, Alexandre, comment est-ce que tout ça décolle au sens propre du terme? Eh ben, un beau jour, il y a un monsieur qui se reconnaîtra s'il nous regarde ce soir, qui m'écrit par message, qui me demande si je suis peintre de l'air et de l'espace. Et j'avais aucune idée de ce que c'était, mais pas la moindre idée. J'avais jamais entendu parler de ça. Donc, je découvre ce concept. Je Google, je cherche, je découvre que au moment où je découvre ce que c'est qu'un peintre de l'air et de l'espace, que c'est que cette chose, eh bien, il y avait un concours d'admission. Alors attends, déjà, quand tu tapes peintre de l'air et de l'espace sur Google, on tombe sur quoi? Qu'est-ce que c'est? Tiens, qu'est-ce qui t'a parlé avant le concours? Qu'est-ce que t'as découvert? Vraiment, si ceux qui nous écoutent tapent peintre de l'air et de l'espace, Donc- sur quoi on tombe? Donc le peintre de l'air et de l'espace, le concept du peintre de l'air et de l'espace, c'est un titre honorifique
décerné par l'armée de l'air et de l'espace à des artistes qui contribuent au rayonnement de l'institution, de l'aviation. Enfin, à ce moment-là, je ne savais pas trop, mais concrètement, c'est tu es un artiste et tu fais des avions, ça colle. Ça colle à l'idée du peintre de l'air et de l'espace. C'est là où tu t'es assez identifié et que tu as vu ce c'est là où je me suis dit, je comprends la question qu'on m'a posée. Ok. Parce que je peignais des avions. Et à ce moment-là, j'en avais peint une petite dizaine, une petite quinzaine. Peut-être un petit peu plus, peu importe. Je me renseigne sur ce que c'est que ce titre. Je vois qu'il y a un concours d'admission. On est en 2017 à ce moment-là. Donc j'ai commencé les toiles aéronautiques en 2015. Donc vraiment, on parle d'un truc vraiment au tout début. J'avais pas fait grand-chose, quoi. Concours d'admission, il faut faire un dossier, il faut envoyer une lettre de motivation, ça me fait toujours rire l'anecdote, mais il faut prouver qu'on est en règle avec ses obligations militaires. Alors moi, les règles et les obligations militaires, dans ma génération, c'est la journée d'appel de préparation à la défense. La fameuse JAPD. C'est la JAPD. C'est peut-être le cas pour vous. Moi, c'était ça aussi. Là, ça se trouve, lui, les générations d'après. Je crois que ça a changé de nom entre-temps. La JEP, non, c'est pas ça. Je sais même pas. Dans tous les cas, ce qui était vraiment marrant dans l'anecdote, c'est que j'avais mon petit certificat. Le truc que je pense 99,9% des gens qui vont pas passer par l'armée ont ce document, genre... On se demande ce qu'on fait de ça, quoi. Ouais. Et j'ai les ressorti de mes cartons, je l'avais bien rangé. Chez les parents, peut-être, comme tout le monde le laisse dans un tiroir chez ses parents. Sans doute. Non, je suis sûr que je l'avais avec moi. Non, tu l'avais avec toi. C'était marrant de sortir ce document. Je trouvais ça marrant pour l'anecdote, quoi. Ouais. Et je fais le dossier et j'envoie mon dossier. Le dossier demandait quand même la preuve, ou en tout cas un portfolio d'une vingtaine d'œuvres à caractère aéronautique. J'en avais fait 20. C'est un truc de fou, je veux dire, sur le papier, au niveau de l'alignement des astres, et on parle pas de toile incroyable, hein, mais c'était tout début, quoi. Donc bref, je fais le dossier, j'envoie mon dossier, et puis bon, voilà, la vie continue, moi je fais mon travail, de toute façon, la peinture aéronautique, c'est pas du tout un sujet dans ma vie, quoi. C'est un sujet en passion, c'est une truc passion, que je fais sur voilà, le côté, parce que ça me fait plaisir, et voilà, quoi. Du noir et blanc, parce que j'avais commencé en noir et blanc et parce que je m'y retrouvais, c'était facile, ça coûtait pas très onéreux en termes de matériel. Est-ce que tu es autodidacte en soi dans la manière de travailler? Oui, tout à fait. Absolument. Complètement autodidacte. Et d'une certaine manière, j'y tiens. J'y tiens parce que, on pourra en parler plus tard, mais ce trait-là ça m'affranchit pas mal je trouve, de contraintes, ne serait-ce que mentales. J'invente mon itinéraire, j'invente mes méthodes. Je me dis pas que c'est comme ça qu'on est censé faire ou pas, j'y vais. Donc j'ai plein de choses que j'ai développées, je dirais, par moi-même. Ça n'a rien de révolutionnaire, mais voilà, c'est des choses qui m'appartiennent, à mon histoire de peintre. Bon, là, on le voit typiquement, on le voyait à l'écran, typiquement. Donc là, c'est effectivement beaucoup de contraste, dégradé entre du noir et blanc. Puis peut-être même très bien accompagné. Toujours, avec mon chat. Le petit Merlin, qui m'accompagne depuis le tout début, puisqu'il est en né en 2017, donc il est vraiment là depuis le début de la peinture peintre de l'air. Il était là, il y avait 20 toiles. Maintenant, il y en a... C'est ça. Et donc, en tant qu'artiste, comment tu vois ton style et comment tu utilises ton dégradé de noir et blanc? Alors le noir et blanc, donc comme je l'expliquais, j'y tiens parce que évidemment au début c'est un truc aussi bête et méchant que ça coûte pas cher en peinture, c'est vrai. Et parce que ça colle sur n'importe quel mur et parce que voilà, bref, plein de raisons plutôt pratiques. D'accord. que au sens le rapport à l'art ou quoi que ce soit. Surtout qu'en plus j'aime vraiment bien la couleur pour le coup. Mais c'est devenu une espèce de marque de fabrique parce que d'abord c'est comme ça que en tant qu'autodidacte, c'est comme ça que j'ai appris à peindre et donc passer à la couleur devenait quelque chose que je ressentais comme un vrai challenge. Donc j'étais pas à ce stade-là d'aisance dans mon parcours pour me dire bon maintenant je passe à la couleur, le noir et blanc je connais, j'ai juste envie de peindre mieux. Dès le début, je faisais du réalisme aussi réaliste que possible. Depuis que je suis enfant, je dessine les choses les plus précisément possibles. Donc ça, de toute façon, c'est là. Et voilà, le noir et blanc était là. Et le noir et blanc, j'ai remarqué, du coup, à l'usage... D'ailleurs, je dis du coup, c'est marrant parce que du coup, beaucoup de Français le disent. Bref, une digression. T'inquiète pas, c'est pas un souci du tout. Le noir et blanc est également devenu un vrai caractère artistique, puisque en fait, le noir et blanc, par définition, c'est le contraste, quoi. Et j'ai remarqué en peignant des toiles, des toutes premières toiles aéronautiques, je les faisais avec des fonds noirs, et donc je faisais apparaître l'avion en blanc, ou des trucs comme ça.
C'était des choses qui me plaisaient, moi, visuellement. Et en fait, c'est très vite devenu un marqueur identitaire. Qui au fait que les gens également qui likaient au début sur les réseaux sociaux reconnaissaient mon travail en particulier. Et ils me disaient, ça, on aime. Ok. Pas parce que c'est différent, mais parce qu'il y a quelque chose il y a quelque chose dans le graphisme qui marquait les gens. Donc tout ça m'a incité en fait, à pas bifurquer particulièrement sur le noir et blanc. J'ai continué. Ce qui s'est passé par contre, c'est que j'ai développé la précision. À fond les ballons. Parce que le réalisme, vraiment, c'est à la fois noir et blanc et tout ce qui était réalisme. Donc là, tu as poussé à fond le curseur du réalisme Alors là, on peut aller dans la définition du contraste, parce que le contraste, il a un sens propre et il a aussi, dans la façon dont je le perçois, plein de sens figurés. Je trouve ça génial, et du coup, c'est un contraste de faire en noir et blanc, donc qui évoque l'ancien, enfin, les vieilles photos, etc., mais de faire des avions modernes. Ouais. Donc des avions modernes en noir et blanc, c'est un contraste. Du noir et du blanc, c'est un contraste. De faire des avions anciens en ultra-réalisme, c'est-à-dire genre en 4K, c'est parce que je ne fais pas de la peinture en 4K, mais vous comprenez l'idée. Ouais. Quand je peins un avion ancien, ce que j'ai fait, des avions parfois très anciens, des avions du début du XXe siècle, je vais aller foutre les rivets dessus. Mais là, Comme- par exemple, on a je sais pas si à la régie ça nous va, mais on a un exemple de P38 qui Le arrive. P38, ouais. Pour appuyer ton propos et montrer. C'est des avions qui, si tu regardes les photos d'époque, effectivement, tu vas pas avoir en fait cette définition-là. Ouais. Et je trouve que c'est un beau contraste d'aller carrément. rechercher des avions du passé sur lesquels les archives visuelles sont d'une qualité de l'époque et d'aller balancer les détails à fond, comme si on l'avait sous les yeux. Et tout ça, ça fait du contraste aussi, je trouve, dans l'idée, au sens figuré du contraste. Donc, j'ai continué de développer ça, en fait. J'ai joué à fond sur ces marqueurs de contraste qui, je pense, me définissent bien, ou définissent bien ce que je peins, en tout cas. Du coup, toi, ça te parlait beaucoup. Tu t'es rendu compte que ça parlait bien aux gens qui sont un peu reconnus, qui te reconnaissaient. Enfin voilà, ça a permis. Pas tout le monde, mais du ouais. coup, tu t'es permis après de plus en plus détailler, quoi. Ouais, c'est Ouais. sympa. Ouais, et puis le photoréalisme, pour moi, c'est important je pense que j'explique pourquoi le photoréalisme, parce que le photoréalisme, ça plaît pas à tout le monde. Ça plaît pas en tout cas aux arts. Je fais pas de généralité, mais dans une approche artistique, le photoréalisme peut être perçu comme soit quelque chose de très impressionnant, soit quelque chose de pas artistique. Parce que justement, il y a de la photo pour ça. À quoi bon, etc. La peinture, c'est un truc un peu plus organique, un peu plus fluide. Ça évoque des choses un petit peu plus qui partent comme ça, avec des formes, etc. Et c'est très très bien, je veux dire. Mais avant d'être artiste, je suis un passionné d'aviation, en fait. Je suis un passionné d'avion. Et je pense que si pas mal de gens aiment bien ce que je fais, c'est parce qu'ils aiment dans ce que je fais, ce qu'ils aiment également, c'est les avions. Ouais. Et je trouve, dans ma subjectivité, que un avion n'est jamais plus beau que dans sa précision absolue. Ça m'est arrivé de voir d'autres œuvres, d'autres artistes, et c'est un petit peu plus... c'est pas parfait. De la façon dont moi je l'explique. On voit que la verrière de tel avion est un petit peu trop ronde et des trucs comme ça. Ça fait un avion un peu caricatural. Je sais que c'est très compliqué de faire un truc précis à 100%, mais moi c'est ce que je recherche, parce que quand je peins un Rafale, je ne veux pas que la verrière soit 2 cm trop haute, parce que moi personnellement je vais le voir tout de suite. Et je vais me dire, c'est pas un Rafale ça. C'est un Rafale déformé. Un peu comme on voit dans les photos IA maintenant. Quand on fait des Rafales en IA, je les vois, je fais, c'est pas un vrai Rafale, ça se voit tout de suite. Donc, je pense que ce goût très 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 prononcé, cet amour pour les avions, ne peut s'exprimer pour moi qu'en photoréalisme, parce que je veux pas qu'il soit réinterprété. Alors il y aurait des façons différentes de les rendre parfaits aussi, hein. Et c'est ta manière d'exprimer ta passion. Voilà, c'est ton Ouais. choix. Est-ce qui te parle, est-ce C'est qu'il ça. parle à d'autres? C'est l'aviateur qui parle. Ouais, voilà, c'est Le fan d'aviation, et je crois que tous les gens qui ont suivi mon travail depuis le début et qui like ce que je fais, je crois qu'ils retrouvent tous dedans ce que j'exprime, c'est-à-dire un amour profond pour l'avion exactement tel qu'il est. Et puis le dessin t'a vraiment permis de... C'est un outil en fait pour cette passion et cet amour des avions, quoi. Ouais. C'est là que c'est ok. Et est-ce que tu as des sujets, des avions que tu préfères peindre que d'autres? Bon, tout le monde le sait, ça. Enfin, tout le monde. Tout le monde qui me connaît le sait, hein. Oui, bien sûr. Alors, je vais y aller avant de noir. J'aime particulièrement l'aviation militaire.
Tiens, c'est pour toi, Alexandre. Quand j'étais petit, non mais quand j'étais petit, C'est bien, vraiment, c'est vrai hein, qu'il fasse vraiment l'interview. quand j'étais petit, je dessinais des avions de chasse. Alors Ok. des trucs, faudrait que je retrouve des photos, mais c'est pas du tout dans l'esprit. Mais j'aime beaucoup l'aviation militaire, j'ai toujours aimé ça. En vrai, j'ai grandi aussi avec Star Wars par exemple, et donc les vaisseaux spatiaux, c'était mon truc, vraiment. T'as quelques dessins aussi de vaisseaux Star Wars. dans J'ai tes- quelques peintures Ok. de vaisseaux Star Wars. Ouais. Sympa. À Et- à et- quand le X-Wing fait aujourd'hui avec... Ça fait tellement longtemps que je prévois voilà, j'ai pas assez de temps pour faire tout Ouais. ça. Mm. Mais les avions militaires d'abord. Ensuite, l'aviation civile, j'adore l'aviation civile, c'est pas la question. Mais naturellement, l'affect va aller à l'aviation militaire. J'adore les avions de chasse. J'adore les avions de transport militaire. J'adore les hélicos. Enfin, en général, le thème militaire me plaît bien. Mais j'ai commencé par les avions d'affaires qui sont devenus mon métier. Et donc, je les trouve tous plus beaux les uns que les autres. Et j'ai un affect tout particulier pour les avions d'assaut. Et je le dis, je le répéterai autant de fois que nécessaire, je trouve vraiment que ce sont les plus beaux. Et là, c'est le cœur qui parle. Je trouve qu'il n'y a rien qui leur arrive à la cheville. Donc, factuellement, et c'est un hasard que ce soit des avions français et que du coup, ça colle avec le fait que je suis peintre de l'air, l'armée française, bref, tout ça. Bon, je suppose que c'est lié, évidemment, mais tu me mets tous les avions de chasse du monde sous les yeux, il n'y en a aucun qui arrive à la cheville du Rafale. Aucun. Même pas de loin, je trouve. Alors, les Mirage 2000 sont magnifiques aussi, parce qu'ils ont les mêmes traits, d'une certaine manière. Et il y a plein d'avions de chasse que je trouve magnifiques, c'est pas la question, mais la quintessence du design, c'est le Rafale. Pour moi. On en voit un C'est ton exemple petit là, chouchou. par exemple, juste à l'écran. Ouais. Ah, c'est le Rafale numéro 1. Ah oui. Ah oui, oui, de très loin, et je crois que ça me quittera jamais, ça. Sur tous ces angles même où il y a typiquement ça de face comme ça, c'est ton préféré ou est-ce qu'il y a Je pense que une c'est des- le seul avion sur lequel je ne connais aucun angle moins beau. Ok. Aucun. Alors qu'il y a plein d'avions, tu dois chercher le bon angle pour qu'il soit vraiment mis en valeur. Et il y a des angles où ils sont époustouflants de beauté. Le Rafale est beau dans toutes les positions. Ok. Et voilà, et j'adore quoi. J'adore. C'est super, c'est super marrant ouais, de voir ta passion comme ça pour le Rafale. Ah bah Et c'est. t'as des défis que tu rencontres sur certaines toiles, peut-être sur le Rafale, il y a plus de complexité à certains endroits. Une- Alors, une infinité de défis, puisque chaque toile est différente. Je réfléchis à comment répondre à ça. Le défi, je dirais, sous-jacent, c'est de toujours aller plus loin, pour moi. Ça, c'est un défi naturel, lié à la façon dont j'exprime mon amour pour ces avions. Si je peux aller jusqu'au dernier rivet, j'irai jusqu'au dernier rivet. Et si je peux aller jusqu'au détail du rivet lui-même, j'irai jusqu'au détail du rivet lui-même. Ça, c'est un challenge permanent. C'est-à-dire, où est-ce qu'on s'arrête? Et Stop ou encore. Ouais, mais non, mais c'est vrai, mais Ouais. je veux dire... Tu te mets une limite Non. Non. Si, ça, c'est souvent, c'est le ressenti, c'est le niveau de détail que je peux voir sur un avion. Donc, j'ai toujours évidemment des photos, etc., en référence pour voir du coup, les rivets, les détails, etc. Mais quand tu regardes les appendices d'un Rafale, je les ai étudiés en long, en large, en travers. Je sais exactement combien il y a de picots, à quel endroit, etc. Ok. Quand j'ai eu la chance de voir des Rafales de près, j'ai passé mon temps à aller regarder les sondes, mais avec la loupe, quoi. Et je disais, ah, c'est foutu comme ça, ce truc triangulaire, en fait. En fait, c'est pas du tout triangulaire. En fait, c'est un tube qui est posé sur un triangle qui est lui-même sur un axe, etc. Ça, c'est un challenge. C'est-à-dire, c'est le côté de aller toujours plus loin. Et puis après, le gros challenge, c'est tout simplement de continuer d'évoluer dans l'art, dans la façon dont je peins, toujours être plus ambitieux, toujours s'améliorer. Et pour s'améliorer, je m'affranchis aujourd'hui de limitations que je me mettais au début. Au début, je faisais beaucoup de trucs sur fond noir, par exemple. Alors, je sais qu'on en parlera plus tard, mais au tout début, il y avait vraiment des choix stratégiques sur les sujets que je peignais. Je prenais des trucs plutôt que je sentais dans mes cordes. Plus j'ai avancé, plus je me suis rendu compte que quand je tentais un truc, j'y arrivais. Ok. Je crois, de mémoire, ne jamais avoir interrompu une seule toile. Pas une seule. Il n'y en a pas une où j'ai dit ça va pas, ça fonctionne pas, je la jette, je l'arrête ou quoi que ce soit. Toutes les toiles que j'ai commencées, je les ai finies. Toutes, sans exception. Et il y a certaines toiles, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que je m'embarque là-dedans, quoi. La toile qu'on montrait juste avant, avec le Ouais. Rafale Marine de face, là, je veux dire, je me suis dit, je me lance là-dedans, Coco, t'as le train d'atterrissage, t'as le train avant du Rafale Marine à faire, en gros, avec les détails. Dans quoi tu t'embarques, quoi.
à ce point-là. Et j'ai mis le temps. J'ai mis Ouais. le temps, j'ai mis les efforts, qui n'en sont pas parce que je suis passionné, mais quand même, c'est du temps, quoi. Ouais. Et tu passes les 20 heures à faire le train avant du Rafale, quoi. Ah, Juste ok. 20 heures de travail, au minimum. Et après, tu te dis, bon, bah, c'était monstrueux comme charge. C'était le bonheur aussi. Mais je l'ai fait. Mais j'ai réussi. Et ensuite, tu dis, j'ai réussi, en fait. Ouais. Donc, du coup, tu sais, ça débloque des sensations. Ouais. Et tu y vas, quoi. Et tu te dis, bah, la suite, en fait. Et plus j'avance, au début, je faisais pas trop de nuages. Les nuages, je trouvais ça compliqué. Parce que, comme je fais du photoréalisme, je vois tout de suite ce que je suis capable de faire ou pas. Petit à petit, j'ai tenté des trucs. J'ai les dégradés audio. Au début, je faisais pas les dégradés. Puis j'ai commencé à regarder comment on peut tenter des dégradés. Et puis voilà. Et puis j'ai trouvé des techniques. Et maintenant, j'y vais sur les dégradés. J'y vais à fond les ballons. Mais c'est extrêmement difficile parfois. Mais c'est ça les challenges. C'est de jamais s'arrêter d'avancer et de progresser. De systématiquement faire tomber les barrières. Ça, je savais pas le faire hier. Je saurais le faire demain. Et je trouverai des techniques pour le faire, je trouverai des méthodes pour le faire. C'est un petit peu ça la façon dont je répondrai à cette question. Mais ouais, du coup, c'était ça, quoi. Progresser dans ton art, c'était pouvoir se fixer moins de limites parce que t'as plein d'envies, t'as plein d'idées. Et en fait, ça a progressé pour Non, avoir de moins en moins de limites Voilà. dans ce que t'as envie. Dans la même veine, la taille d'étoiles. Les étoiles sont, Ouais. je pense, si je faisais des stats, mes étoiles sont statistiquement de plus en plus grandes en surface. Ouais. Au début, vraiment, le format moyen d'une toile, c'était 40-60, 40-40, etc. Et puis, je me suis retrouvé à faire des toiles de 2 mètres sur 1,50 m, des trucs, je vais te dire, au début, mais c'est ultra intimidant, quoi. Et on se dit, jamais je fasse, c'est la taille d'une table. Ouais. Et c'est beaucoup plus grand que ça, hein. Et t'es là, tu fais comment je vais faire un truc pareil, et puis tu réussis. Donc du coup, ça crée dans ta tête la sensation que cette barrière est, sinon tombée, au moins infranchissable. Donc tu peux partir sur des toiles plus grandes. Et qui dit toile plus grande, dit plus de détails possible. Parce que ton avion sera proportionnellement plus Ouais. grand sur la toile, donc tu vas commencer à balancer. T'as plus de place pour mettre les détails. Le rivet, c'est plus 1 point, c'est peut-être 3 ou 4 points. Exactement. Et après, ça en devient une dizaine. Exactement. Et après, Voilà. Et ça devient même un petit cercle avec une ombre sur le côté, parce que voilà. Ok. Et ouais, c'est des choses que je Alors. continue d'avancer là-dedans. Ouais. Tu nous as parlé t'as commencé à introduire les peintres de l'air et de l'espace. Oui. Est-ce que tu peux nous en reparler un peu, nous dire quand est-ce que tu as réussi à y rentrer et puis Ouais. surtout derrière comment tu as évolué avec les peintres de l'air. Les peintres de l'air, c'est une merveilleuse histoire. J'ai une chance incroyable d'avoir obtenu ce titre. Et entre le moment où je découvre le titre de peintre de l'air et où j'en suis maintenant, tout est lié. Et c'est une formidable aventure. Le titre de peintre de l'air, donc, je fais mon dossier. Et je reçois là en 2017 une première réponse du jury qui me dit que mon dossier est retenu pour le second tour. Ok. Second tour, c'était tu vas fournir au jury final, qui se réunira dans X mois, deux œuvres réelles, pas un dossier, pas des photos, rien du tout. 2 œuvres, tu les amènes ou tu les fais livrer, peu importe. Mais ils se prononceront sur toi face à des vraies œuvres. Donc je ramène des œuvres. Et je reçois la réponse qu'on m'attribue un agrément. Alors je vais expliquer ce que c'est que tout ça. Un premier agrément à la date du 12 septembre 2017. C'était le jour de mon anniversaire. C'était le jour de mes 29 ans. Et voilà, j'apprends que le jury a décidé de me retenir en tant que peintre de l'air. Donc, autant dire que je suis abasourdi, mais excité comme une puce, quoi. Hein, ouais, et à la fois, c'est une reconnaissance de personnes que tu peux. Non, mais C'est c'est au-delà fou, des c'est fou. réseaux et tout ça, c'est des personnes c'est fou. qui connaissent un petit peu encore, enfin, ouais, qui disent ah ouais non ça nous plaît et ça on va attirer ce titre quoi. Je ne me prononce pas sur ce que le jury a pensé. Si ça se trouve, il y en a qui ont détesté. Hein, peu importe. J'ai envie de dire. Toujours est-il que j'obtiens ce titre qui vraiment tombe de nulle part, puisque 6 mois plus tôt, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Et en plus de ça, 2 ans plus tôt, j'avais jamais peint d'avion. Donc je prends ça avec beaucoup de pudeur, parce que ça ressemble à un espèce d'alignement de planètes complètement fou. Et j'en suis conscient dès le début. Donc j'essaie juste de me dire que c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Ce que ça a eu comme effet,
C'est juste que ça m'a juste dit, bah, vas-y à fond maintenant, en fait. Vas-y à fond, parce que là, on vient de te donner un truc sorti de nulle part. Tu as un titre. L'armée de l'air française t'a donné un titre en reconnaissance ou en échange, peu importe, hein, de ton art aéronautique. Alors, abasourdi, quoi. Ouais. Et donc, j'ai juste en fait, commencé à carburer. Ça m'a juste donné envie d'y aller à fond et donc de continuer. Et effectivement, en plus, c'était déjà le cas. J'ai communiqué sur les réseaux sociaux puisque j'avais des gens qui me suivaient un petit peu, etc. Donc, j'annonce ça. Et on parle pas d'un truc, ça n'a pas été l'explosion de machin, d'un seul coup, le truc viral ou quoi que ce soit, mais il y a eu quelque chose qui a pris, en fait, encore plus. Et j'ai dû commencer à avoir des gens qui m'ont écrit en disant, voilà, on voudrait te commander une toile. Et ça, c'est des choses qui font... Parce que tu n'avais peut-être pas tant que ça avant, ça restait un peu plus confidentiel. Là, c'est d'un coup avec le titre... Ça m'était jamais arrivé, un truc pareil. Moi, mes toiles, j'en étais là, à ce moment-là, j'avais fait de toute mon existence, j'avais peint 30 toiles. Les 30 toiles que j'avais fait, c'était des cadeaux que j'avais offerts à ma famille, à mon maître de stage, à ma boîte. Enfin, je faisais ça vraiment comme ça. C'est comme ça que c'est la gratitude, quoi. Et là, j'ai des gens qui me disent j'aimerais te commander une toile. Et là, je sais pas quoi en penser, à part que c'est cool, quoi. Mais qu'est-ce que je fais de ça? Enfin, je sais pas comment répondre à ce genre de questions. Donc je dis OK. Et je me souviens, la toute première toile que j'ai pris en commande, c'était un Concorde. C'était un mec qui se reconnaîtra aussi, qui me dit voilà, j'adore ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais me faire un Concorde et je te paierai. Alors je lui fais c'était un mec de mon âge, hein, voire plus jeune que moi d'ailleurs. Un passionné aussi. Ouais, un passionné, vraiment, quoi. Et il m'écrit, je lui dis OK, ouais, carrément. Et je lui fais son Concorde et je lui demande 20 € ou 30, je sais plus combien, mais bref, c'était pas beaucoup, quoi. Ouais, parce que tu croyais pas encore complètement. En gros, c'était le prix de l'envoi de la toile. Enfin, un truc comme ça. Ouais. Et dans ma tête, c'était fou, mais c'était fou comme information, ça. Et voilà, c'est tout. Et je parle pas d'un machin qui d'un seul coup devient un métier, quoi. Absolument pas. Mais petit à petit, comme ça, avec moi qui avait juste envie de continuer à peindre, et un truc qui se met en place sur le net, réseaux sociaux oblige. Moi qui a juste envie, qui a la disponibilité, qui a du coup l'incitation, puisqu'on m'a donné un titre et donc t'as envie d'y aller, quoi, en fait. Ça donne de l'énergie, ce genre de truc. Ouais. C'est vertigineux, hein, comme truc. On te dit que... du coup, l'armée de l'air te considère comme, au travers de ce titre-là, te considère comme investi d'une certaine responsabilité de faire rayonner l'armée de l'air. T'es là, tu fais, c'est fou, quoi. Je sais pas quoi en penser de ça. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'adore peindre les rafales, donc c'est cool. Mais là, on t'intègre à la famille, en fait. Il y a une famille, ils se rendent un petit peu, non, mais dans le sens où t'apportes quelque chose. Dans l'idée, il y a quelque chose, effectivement, qui te prend, qui va te chercher quelque part, et tu y vas juste à fond. Ouais. Et à partir de là, et là, je me souviens, parce que j'ai fait des différents dossiers depuis, là, ça a commencé à grimper en flèche, la quantité de toiles que j'ai. Là, j'ai commencé à peindre plus que des avions. Okay. Et j'ai commencé à avoir des commandes, de plus en plus de commandes. Et je me suis retrouvé à avoir presque que des commandes et aucune dispo pour peindre des toiles pour moi. Et c'est un problème de riche, hein, clairement. Mais je me retrouve à avoir un carnet de commandes et ça me paraissait complètement fou. Et on parle de dizaines de toiles, quoi. Donc là, tu avais un Excel avec, telle personne m'a demandé tel avion. Exactement. C'est, il aimerait bien l'avoir pour telle date. Exactement. Et c'est la première fois que tu te retrouvais à te dire, tiens, il voudrait peut-être telle taille. Exactement. Et on parlait pas, et en plus, on parlait je veux dire, je me rappelle de la première fois où quelqu'un m'a dit, je vous donne 500 € pour votre toile, mais ça me paraissait tellement lunaire comme truc. Mais c'était lunaire, quoi. Je veux dire, je comprenais pas c'était quoi. Et c'est des espèces de choses comme ça qui viennent créer en fait un parcours, quoi. Des petites dans cet univers que tu avais commencé à créer, c'était un peu les balbutiements, et là d'un seul coup, tu t'imagines que t'es un escaladeur et tu grimpes un truc, tu sais, c'est un piton à chaque fois en plus, quoi. Tu vois, c'est le machin qui fait que si tu retombes, tu vas retomber de moins haut, quoi. Ou c'est des espèces de paliers comme ça qui viennent te dire, en fait, faut que je continue de faire ça parce que j'adore faire ça. Et en plus, ça me donne des incroyables histoires. En plus, indépendamment de tout ce que je viens de dire, le plus fort pour moi, ça a été les profils des gens qui m'ont contacté. Quand j'ai commencé à avoir des pilotes
des pilotes de Falcon, des pilotes de machin. Je veux dire, pour moi, ces gens, ils me font rêver, quoi. Enfin, je veux dire, je suis passionné. J'ai pas grandi dans un univers d'aviateur. Pour l'anecdote, quand j'étais étudiant à l'ENAC, c'est pas tout à fait vrai, mais j'avais pas pris l'avion encore. Donc, faut imaginer que, genre, le gars, il avait fait des études d'aéronautique, etc., passionné, mais aller dans un avion, c'était très, très exotique pour moi. Et là, je me retrouve face à des gens qui sont là, qui sont des pilotes de Falcon, chevronnés, qui volent dans le monde entier, etc. Alors, quand les premiers pilotes de chasse m'ont contacté, genre, je suis pilote de Mirage 2000 ou je suis pilote de Rafale, mais dans ma tête, c'était... Des étoiles dans les yeux. Et... Ah ouais, non, mais un truc de fou. Ouais. J'étais émerveillé. Pour moi, c'était fou, ces histoires-là. Ça me touchait très, très fort. Je me sentais privilégié de pouvoir discuter avec un pilote de Rafale. C'était, tu vois, ou d'un autre avion, peu importe, des pilotes d'A400M ou quoi que ce soit, c'était incroyable. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu des projets comme ça. Toujours des projets, si tu veux, sortis de nulle part comme ça, où tu as un escadron qui m'appelle. Je me souviens de l'anecdote, je raconte celle-là en particulier. On prend. Non, mais pour moi, Je prends carrément. c'est des anecdotes très, très fortes. Je crois qu'on aura un passage à anecdote à un moment, mais en parlant des pilotes de Rafale, un beau jour, je reçois un WhatsApp d'un numéro inconnu. Et donc, c'est un gars qui me dit, voilà, je suis pilote de Rafale, je suis à Saint-Dizier. Et avec deux de mes comparses, on va faire un coup d'éclat. Je sais pas de quoi il parle. Toujours est-il que je suis là, je suis incroyable. Il me dit, voilà, je voudrais que tu me fasses une toile de assez grand format avec un Rafale et un SPAD, donc un ancien avion de l'armée française des années 1900, enfin début du XXe siècle. J'aimerais que tu me fasses ça, et voilà. La toile était trop grande pour être livrée, expédiée, donc je dis, je vais la livrer moi-même. Donc du coup, je prends rendez-vous avec un pilote de Rafale pour la Saint-Dizier. Tu charges la toile dans ta voiture. Ah non, mais j'avais jamais vu de Rafale de près. Je veux dire, faut imaginer. Okay. Non, mais vraiment. Je veux dire, je pense que j'en avais vu passer dans le ciel, mais j'avais déjà peint une vingtaine de Rafales à ce moment-là, si tu veux. J'avais jamais vu de Rafale en vrai. T'allais pas spécialement en meeting ou autre? Non, c'était encore... Ouais, ok. Mon premier meeting, je l'ai fait à l'âge de de plus de 30 ans. J'avais plus de 30 ans. Ouais. Donc là, c'était la première fois que t'approchais à Rafale, c'était ton la avion de Ferté-Alais. cœur. Okay. C'était la Ferté-Alais qui a lieu ce week-end. Donc, j'ai rendez-vous avec ma toile dans le coffre pour la Saint-Dizier. Je débarque un dimanche. Le pilote m'attend. Et le mec, il avait 8 ans de moins que moi. Donc j'étais là, je faisais, mais c'est pas possible cette histoire. Mais c'était trop fort, j'adorais quoi. C'était incroyable, je veux dire, j'étais là, j'avais des étoiles dans les yeux. Le gars avait 8 ans de moins que moi. Adorable. Il m'emmène dans l'escadron avec la toile, etc. Il me montre des trucs, il m'emmène dans les hangars, je vois les Rafales. J'étais un gamin quoi. Et un gamin, mais vraiment, vraiment fort quoi. Ouais. Très 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 ému et il m'explique ce que c'est que ce fameux coup d'éclat et donc l'idée c'est imaginez Poudlard, l'école de magie Poudlard. Je l'ai. Vous avez les 4 maisons à l'intérieur de Poudlard. Ouais. Et dans l'escadron en question ici, c'était le 2-4 Lafayette. Le 2-4 Lafayette, c'est Poudlard, et à l'intérieur, il y a les escadrilles. Les escadrilles sont les maisons. Quand les jeunes de l'escadron arrivent, ils sont pas affiliés à l'une de ces maisons. Ok. Les pilotes en tout cas, je crois que c'est pareil pour les autres d'ailleurs, mais et en fait ils produisent un coup d'éclat à un moment donné de leur itinéraire dans l'escadron pour en fait déclarer leur amour, déclarer leur flamme à l'une de ces maisons, et ils doivent faire le coup d'éclat qui est un truc ouvert mais qui doit du coup être clairement cette déclaration d'amour. Okay. C'est leur façon de dire à tout le personnel de l'escadron, ma demande est d'être affilié à ce truc-là. Et la toile que j'avais fait, c'était leur coup d'éclat. Et moi, je découvre ça en étant sur place. Et bouche bée. Je savais pas, c'était fou, quoi. C'était fou parce que... enfin voilà, je veux dire, j'ai pas besoin d'aller trop loin, mais vous comprenez que c'était quelque chose... Pour moi, c'était... c'est incroyable de participer à ça. Et qu'on me fasse cet honneur. Ouais. Et c'est pas moi le sujet, en plus, hein, on s'en fout, je veux dire, c'est pas Arthur, mais que... On est considéré une de mes toiles comme digne de ça. Moi, j'étais là, je faisais waouh, c'est incroyable cette histoire. Et c'était la fibre de quand t'étais enfant, la passion de l'aéro depuis toutes ces années. Là, je me suis dit, c'est ça d'être peintre de l'air, mais quelle merveilleuse histoire. Okay. Et ça a continué. Ça fait 8 ans que ça dure. Et j'ai eu des histoires de cette nature. J'en ai à l'appel maintenant. À l'appel. Et ça répond à une question du chat en partie, je pense, White Dragons qui nous demandait est-ce que le fait que ta passion devienne un travail, est-ce que ça l'a pas atténué? En fait, tout le contraire, là, ça t'a permis d'autres rencontres, d'autres personnes, et c'est... C'est jamais devenu un travail, c'est comme ça que je le perçois. Ouais. Alors,
dire que c'est pas un travail, ce serait complètement mentir, parce que je prends des commandes et parce que c'est devenu une activité. Donc j'ai effectivement, en Belgique, où je vis, j'ai créé un statut d'artiste, je paye des cotisations sociales à l'appel. Ça coûte cher d'avoir une activité d'artiste en Belgique, peu importe, c'est pas le sujet. Donc c'est effectivement devenu un travail. C'est pas ton travail principal, mais c'est un travail quand même. quoi. Exactement, c'est un travail en droit belge, j'ai un statut d'indépendant à titre complémentaire, donc j'ai une société, voilà, et donc j'émets des factures, etc. Donc c'est devenu un travail, mais pour moi ça n'en est absolument pas un. C'est une passion, point. Et en fait, comme on dit, l'adage dit que choisis un travail que tu aimes et tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie. Enfin, je sais plus trop qui disait ça, mais Ouais, ça me parle. on voit l'idée, quoi. À aucun moment j'ai senti que peindre une toile était un effort ou quelque chose qui atténue justement le plaisir, parce que c'est un travail. Et par-dessus le marché, j'ai refusé aussi pas mal de choses parce que j'estimais que j'avais pas envie de le faire, parce que c'était pas mon sujet, parce que j'estimais que ce n'était pas du tout dans la lignée de ce que je fais, en fait. Voilà. C'est l'avantage d'avoir du coup un travail à côté, c'est que là ça reste une passion et t'es libre de faire ce que tu veux. C'est une chance. Pas, Non, mais c'est pas si, voilà. j'ai une chance que je pense qu'on peut qualifier de presque insolente, en fait. Maintenant, j'en suis pas responsable, mais effectivement, travail principal dans l'aéronautique en affaires européennes, donc avec globalement un accès naturel au monde de l'aéronautique assez haut. Ouais. Ce dont je n'abuse pas, mais c'est ma réalité professionnelle, elle est ainsi faite. Et le fait de faire de la peinture aéronautique, oui, j'ai eu mes premières commandes au travail. Les toutes premières qui sont tombées, hormis l'histoire du Concorde, ça a été un chef d'entreprise qui passait au bureau parce qu'il avait une réunion. Il a vu sur le mur un tableau que j'avais fait. Il a demandé d'où ça venait. Il est venu me trouver. Il a fait, tu vas peindre un avion pour moi. Des trucs comme ça, en fait. Alors oui, ça crée en fait un itinéraire extrêmement facilitant. Et en plus, derrière, ces gens, du coup, t'ont la bonne parce qu'ils t'ont vu en vrai, et en plus, ils en parlent à leurs copains, etc. Et en plus, derrière, t'as un titre. Alors du coup, c'est un truc qui fonctionne, quoi. Mais voilà. Ok. Bon, Ça nous fait déjà un bon bout d'histoire. Ouais, là. tu C'est génial. nous as parlé effectivement de ton profil évolué petit à petit dans ce milieu. Est-ce que tu peux nous parler maintenant plutôt de l'actualité des dernières œuvres et de la série Rafale Solo Display que tu fais en collaboration avec Régis Roca? Ouais, alors, bon, on l'a déjà dit maintes fois, le Rafale, j'ai un truc avec. Effectivement, en ayant été sur quelques meetings aériens, mais également en étant devenu beaucoup plus sensible et au courant de l'actualité aéronautique française, parce que titre de peintre de l'air, parce que tu te retrouves à avoir des échéances comme ça. J'ai commencé à bien saisir le paysage de l'aéro en France, avec beaucoup de mesures, je dis ça, mais en tout cas, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc., avec les actualités, et le RSD en fait partie, le Rafale Solo Display. Qui plus est, j'ai eu l'immense privilège de rencontrer Régis Roca, donc que je suivais depuis quelque temps, et qui pour moi était l'un de ses grands noms. C'est le mec qui fait les livrets du Rafale Solo Display. Donc c'était un mec qui était... voilà, on est sur quelqu'un qui n'est pas à mon niveau, quoi. Le gars, lui, il peint des Rafales, tu vois. Donc, moi, je suis là, je fais des tableaux, je suis gentil, quoi, dans mon coin. Sauf que Régis est devenu peintre de l'air, comme moi, et on s'est retrouvés ensemble dans une réunion de peintre de l'air. Et le courant est tout de suite passé. Alors, pour des raisons qui m'échappent, mais en tout cas, on s'est tout de suite hyper bien entendu, lui comme moi. On est devenus potes. Et je sais pas, à un moment donné dans ma tête, je me suis dit... maintenant que je connais Régis, maintenant que je vois vraiment tout ce qu'il a pu faire et tout ce qu'il continue de faire et qu'il continuera de faire avec brio, je me dis, ces livrets RSD, elles sont exceptionnelles et j'ai vraiment envie d'en faire quelque chose. Alors, sans prétention aucune, mais je me suis dit, elles sont trop belles pour pas en faire une espèce de collection. Je sais pas, c'était pas clair dans ma tête. Il y avait juste un truc, je me dis, j'adorerais les voir toutes côte à côte.
Et c'est le cas quand tu achètes les maquettes, par exemple. Les maquettes d'Assaut Aviation, tu as les livrets RSD et ça fait une petite collection, etc. Ouais. Et j'avais cette image des petites bagnoles, tu sais, les petites bagnoles. Des fois, tu as des œuvres avec des petites voitures majorettes là, qui sont posées côte à côte et ça fait quelque chose de très beau. T'as une Ouais. Mini Cooper à côté d'une autre bagnole, de plein de couleurs, etc. J'ai eu cette espèce d'image en tête et je me suis dit, tiens, tu mets les Rafales là, côte à côte comme ça va être beau, ça va rendre bien avec les couleurs et tout ça. Le hasard a voulu que, en plus que d'être une bonne idée, c'est merveilleusement harmonieux en termes de couleurs. Ok. Puisque dans l'ordre des 10 livrets que Régis a fait, je sais pas, l'enchaînement des couleurs marche bien. Ça fait du jaune, ça passe à l'orange, au vert, au bleu, enfin voilà. Ça fait quelque chose qui pète vachement quand elles sont côte à côte. Ça, c'était pas prémédité. Il a fallu composer le projet en tête, il a fallu que je le visualise, etc. pour me rendre compte que en fait, ça rend vachement bien en plus, quoi. Ce qui n'était pas garanti. Ouais. Donc, je m'étais mis ça dans un coin de ma tête. Alors, comment tout ce projet se lance et comment on se retrouve avec Régis à se lancer là-dessus? En fin d'année dernière, j'ai une rencontre avec quelqu'un de l'aéro, quelqu'un de chez Dassault Aviation à l'espèce, qui me dit, Arthur, on se connaissait bien, hein, il me dit, Arthur, voilà, dans le cadre du prochain Salon du Bourget, on organise une vente aux enchères au profit d'Aviation Sans Frontières. Et il m'a pas demandé, moi, Arthur, de faire quelque chose. Il m'a juste dit, toi qui es artiste aéronautique, toi qui es peintre de l'air, je te mets au courant de ça, parce que peut-être que tu auras des idées. T'en fais ce que tu veux, faut que ça germe, Exact. etc. Enfin, faut que ça mûrisse comme idée. Exactement, mais il en dit tout cas, juste voilà. que moi je suis au stade de la conception du truc, on a jusqu'à juin prochain, il va falloir faire quelque chose, c'est pour une cause caritative, et je n'ai saisi que cette occasion pour lui dire, mais j'ai une idée en tête, je reviens vers toi. Dans les 2 jours qu'on suit, je lui ai envoyé mon idée avec un visuel, puisque je l'avais déjà préparé le visuel, Ok. parce que j'avais dans ma tête envie de faire ça à un moment donné, quoi qu'il arrive. Et je lui envoie ça, et il me fait, c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment trop ouf ton histoire là. Waouh. Donc moi je dis, bah écoute, c'est parti. Donc je suis parti à faire ces œuvres-là. J'ai tout de suite appelé Régis, et je lui fais, écoute Régis, voilà ce que j'aimerais faire. Le contexte en plus maintenant que je te dis, c'est que ça, ce serait pour Aviation Sans Frontières, cause caritative. On fait ça, on touche pas un euro dessus et on s'en fout. En tout cas, c'est pas la démarche. Est-ce que tu veux bien prêter ta signature et ton nom à ce projet? Est-ce que tu veux le faire en commun avec moi? Il m'a dit oui instantanément. Et il m'a dit, par contre, je suis gêné parce que là, c'est toi qui vas faire tout le travail. Moi, ok, j'ai fait ma livrée très bien, mais là, pour la vente aux enchères, on va vendre des toiles à toi. Et j'accepte pas, moi, d'être contributeur à ce niveau-là. Donc, il a accepté de donner je pense que vous avez une photo de ça, peut-être, les croquis. J'ai processus. Alors, c'est pas les croquis originaux, c'est un tirage unique des croquis. Voilà, on a un exemple ici. Donc là, c'est un tirage, c'est ce que tu disais, ouais. Donc là, voilà, ce qui est le plus à Qui est gauche le plus ici, à gauche, ouais. c'est le croquis original de Régis. Alors, Ok. il a évidemment fait des croquis et il a accepté d'en faire un tirage unique, numéroté 1-1, qui sera vendu avec chaque exemplaire de la toile. Ok. Ça, c'est ça le vrai projet à deux pour le coup. Hein. C'est pas, c'est tout Ah, ça c'est ensemble énorme. en fait. Ouais. Et évidemment, moi, je signe ma toile, lui, il signe son croquis. Et puis voilà notre contribution à tous les deux. Et bah moi, derrière, bah, j'ai cravaché pendant 500-600 heures de travail Ok. entre janvier et avril, quoi. J'ai travaillé vraiment beaucoup sur ce projet. J'ai des tonnes de photos de tout ça. Et puis voilà, bah, je suis arrivé au bout. C'est sorti. Et alors, ce qui est vraiment fou là-dedans, ça a été du coup de voir comment ça a pris derrière. On va pas se mentir, hein, j'ai foutu un peu le paquet au niveau communication là-dessus. J'ai fait une espèce de teaser avec un copain, etc. Enfin, un truc qui pète bien. Là, t'as décidé d'en parler parce que ça te tenait à cœur. En plus, il y avait derrière le fait que ça allait être. Oui, et puis, Enfin, il non, fallait. et puis c'était 10 toiles d'un coup. Ouais. Donc 10 toiles d'un coup, j'ai envie de dire, ça fait 10 toiles que j'attends de pouvoir publier mes toiles, parce que j'aime bien publier mes toiles, c'est un petit Ouais. moment, c'est un petit moment qui est euphorisant, ça donne, ça remet une pièce dans la machine à chaque fois. Ouais. Parce que des fois, t'es fatigué de peindre, mais à chaque fois que tu vois la réaction des gens, Ça te rebooste. ça te rebooste. Ah, Et là, ça faisait 10 toiles de suite que je sortais, que j'avais pas publié, donc j'avais ce côté, j'attendais là, comme un lion en cage de les publier.
Pas parce que je voulais un compteur de likes, juste parce que j'ai envie de montrer et de dire voilà, ça y est, je vous montre ça, quoi. Et bah, ça a pris fort, très très fort. En même temps, c'est le RSD. Le RSD, c'est un sujet qui est particulièrement universel, enfin qui est consensuel chez beaucoup de gens. C'était en couleur. Vous avez vu les 10 toiles côte à côte, ça a une certaine gueule, je veux dire. Moi, je peins en noir et blanc, d'un seul coup, je sors un truc en couleur. C'était la première fois que tu faisais des... J'avais déjà de la couleur sur beaucoup de mes toiles, mais là, c'est un projet en couleur. C'est un projet de couleur, pour le coup. Et je me suis lancé là-dessus, et quand ça a publié, quand j'ai publié, bah, ça a pris tout de suite. Alors, il y a un truc qui est marrant dans l'anecdote. Il y a eu un mauvais timing. Vraiment, c'est juste un mauvais timing. L'équipe du RSD, donc les gars et les femmes et les hommes de Saint-Dizier, étaient en phase de peinture du nouveau RSD, le RSD 2025, que je n'avais bien sûr pas peint parce que je ne l'avais pas vu. Ouais. Même si j'étais en contact avec Régis ne m'avait pas partagé la livret, il n'avait pas à le faire, et je lui ai pas demandé de toute façon. Mais en fait, au moment où je publie les 10 œuvres, enfin les 10, en fait, au moment où je tease, parce que j'ai eu un teaser d'abord, au moment où j'ai teasé que j'avais un projet avec Régis Roca, t'as des gens qui se sont emballés sur internet, et je leur jette pas la pierre, c'était un mauvais timing, et ils se sont dit la nouvelle livrée, et ils ont commencé à relayer, partager, la nouvelle livrée sera dévoilée à telle date, machin. Ah, ça fait un court-circuit. Régis m'a dit que les équipes du RSD l'ont appelé, ils disent c'est quoi cette connerie là, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Donc Régis a dit non, vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir, il y a pas de truc, mais ça a commencé à partir sur les réseaux sociaux, dans le sens la nouvelle livrée, ça partageait. Alors j'ai commencé à faire, j'ai commencé à écrire des erratums, des trucs, mentionner c'est pas la livrée 2025, etc. Et les gens j'ai commencé à contacter les gens en leur disant c'est pas la livrée 2025, calmez-vous. Voilà. Ça t'a échappé complet un peu là. Ah ouais, non mais c'est un bon exercice. Et tu te dis, et puis en plus, moi ce que j'ai ressenti, c'est que j'allais peut-être me foutre les équipes du RSD que je ne connais pas, mais à dos. Légitimement, parce que du coup, c'est quoi cette espèce de bonhomme qui débarque de pain de dollar, on s'en fout, je veux dire. Le gars, il arrive, il nous balance une actualité que c'est pas lui de truc, en plus, d'où il connaît la livrée, ce genre de truc. Donc, je commençais à pas me sentir... à te faire des films et tout ça, dire là, s'il y a un scénario, merde, la connerie. Au final, Régis a géré ça avec les équipes du RSD. Et il n'y a pas eu de problème du tout, au final. Ouais. Et au contraire, d'ailleurs, ça s'est même plutôt très bien passé. Et ensuite, le RSD 2025 est sorti. Ouais. J'ai découvert, comme tout le monde, la livrée du RSD 2025 au moment où elle est sortie. Mais je m'étais préparé et je m'étais dit, Arthur, t'as sorti il y a 2 semaines tes 10 toiles. Et il y a plein de gens, quand ils ont liké tes 10 toiles, ils se demandaient 2025, parce que c'est ça qui les excitait concrètement. Ils aimaient les 10 toiles, mais ils voulaient la suite. L'actualité, c'est quoi ? Et je me suis dit, en fait, t'as pas le choix, il faut y aller tout de suite. T'as pas le temps de temporiser, en fait. Non pas parce que les gens t'attendent au tournant, on s'en fout. C'est juste que ça s'enchaînait bien, en fait, c'était tentant, quoi. C'était le moment, t'étais sur ta lancée. Et je vois la livrée 2025, et le lendemain, j'avais presque terminé ma toile. J'ai travaillé pendant 20 heures non-stop dessus. Voilà. Pendant 20 heures non-stop, Alors, Régis, ensuite, une fois que je l'ai vu, il m'a dit Régis, tu peux m'envoyer juste les détails un peu des types de bleu, etc. Parce que là, j'ai des photos que des spotters ont pris vite fait en ligne. Tu peux me montrer c'est quoi ton rouge, etc. Donc, il m'a envoyé ça hyper gentiment et j'ai fait ma toile. Et derrière, ça a pris. C'est pour l'anecdote, je veux dire, on s'en fout un peu, mais c'est une toile vraiment qui est devenue virale, à mon humble niveau, puisque quand j'ai publié cette toile sur Instagram, elle a pris plus de 7000 likes. Donc c'est à la fois rien et à la fois beaucoup. Ah ouais, mais c'est quelque chose qui dépasse véritablement le cadre du post normal, quoi. Un post normal, je fais pas 7000 likes du tout. Et on s'en fout d'ailleurs. Mais... Initialement, c'était prévu pour en faire 10. Oui. T'en as fait une 11e pour 2025. Oui. Est-ce que tu continueras d'en faire potentiellement plus tard ? Absolument. D'accord. En fait, il semblerait que le truc est pris. Il y a des gens qui ont commandé des tirages, puisque j'en ai fait des tirages pour le coup. Ne serait-ce que pour rentrer dans mes frais, parce que là, il y en a pour des centaines d'euros de matos.
Ouais. à mes frais. Donc l'idée, c'était au minimum de me rembourser. Donc je fais des tirages. Et bah, il y a eu pas mal de commandes de tirages. Et les gens ont commencé à les acheter soit à la série complète, soit des tirages individuels, leurs préférés, ce qui est très bien. Mais à carrément les emmener sur les meetings. Et ils ont commencé à les faire signer par les pilotes. Et je reçois des photos de gens qui m'envoient des photos de regarde le pilote en train de signer le tirage là. Et c'est cool. Ah, belle reconnaissance quand même. Et un truc de fou. Et là vraiment, j'ai été vraiment pris de court. C'est qu'à un moment donné, je reçois un coup de fil d'un numéro inconnu, encore une fois. Et oui, allô, Alain, Benoît Planche. Ok. Bonjour Benoît. Bonjour Monsieur Planche plutôt d'ailleurs. Et puis voilà, il m'explique. Voilà, je travaille dans une boîte. Au Salon du Bourget, j'aime beaucoup les rafales que vous avez fait. Est-ce qu'on pourrait éventuellement les exposer sur notre stand au Salon du Bourget? Bah, moi, dans ma tête, je fais oui. Il m'envoie le lien pour le site internet et je tape sur. Je regarde l'équipe des gens et je vois Benoît Planche. Et là, je fais. Benoît Planche, c'est Tao. Tao, c'est le pilote des 3 livrets Tigre. Je connais Tao, mais je connaissais pas Benoît Planche. Mais moi, je connaissais Tiens. Tao et je connaissais pas Benoît Planche. Ok. Et je suis là et je fais. Ah bah le cœur il a fait un bond mais de joie quoi, enfin d'une certaine manière et je fais mais vous êtes Tao? Bah oui. Tiens. Ah merde. Et voilà des trucs comme ça, donc c'est des trucs tu te dis mais ouais, incroyable parce que je veux dire qu'est-ce qui s'est passé organiquement pour que le pilote du RSD appelle Arthur Thomas? Rien de plus qu'un post sur les réseaux sociaux. Peut-être que le machin a été partagé par les copains, j'en sais rien. Mais à un moment donné, il y a une chaîne qui se met en place et il y a le pilote du RSD qui m'appelle et qui me dit c'est magnifique ce que vous avez fait. Je suis là, bah. Des fois, l'effet boule de neige qui revient Je à suis toi. content, Là, quoi. c'est trop Et bien. ça c'est ça l'itinéraire de peintre de l'air, c'est que des trucs comme ça. Ok. Beaucoup de choses organiques. Je dis beaucoup le mot organique, mais c'est des choses spontanées. Ça s'est fait tout seul. On pourrait toujours avoir l'impression qu'on est là, on connaît les bonnes personnes, on ouvre les bonnes portes, etc. L'écrasante majorité de tout ce que j'ai fait et des belles histoires qui me sont arrivées, c'est des trucs spontanés de cette nature-là. C'est des gens qui connaissaient mon travail parce qu'ils me suivaient sur les réseaux sociaux et voilà, qui à un moment donné ont dit bon bah on va l'appeler, on va faire un projet ensemble. Et donc là, les toiles, il y a eu des tirages pour ceux qui en voulaient, s'en procurer. Les toiles même, elles seront donc dans la vente aux enchères, c'est ça? Alors, la vente aux enchères, yes. On n'en a pas parlé, je crois. Bah, Si, un t'as petit commencé peu. à l'introduire, mais justement, c'était pour revenir dessus. Oui. Donc, Aviation sans frontières avec la maison de vente Arcurial, donc qui est une maison ultra prestigieuse. Je vais pas mentir, je connaissais pas spécialement Arcurial il y a 6 mois de ça. Hein. Mon inculture me pêche ici. Mais Arcurial, c'est vraiment une maison de vente aux enchères hyper connue, ou en tout cas très prestigieuse à Paris, qui est sur les Champs-Élysées. Et en fait, la vente aux enchères se fait chez Arcurial, qui en fait propose cette vente aux enchères et qui l'organise le 18 juin à... Hop. Toc. Si ça se voit bien à l'écran, voilà. C'est par où? C'est la plutôt, petite c'est plutôt page, vers ma ouais. tête comme ça. Ouais, Ah, parfait. ou sinon sur le plan large, Voilà. si jamais. Donc ça, c'est le livret de vente. Il y a plein de lots. Plein de lots. Hein, moi, j'ai un lot, enfin 2 lots, puisque Parmi, les 10 toiles sont 2 lots. Les commissaires-priseurs ont décidé De les séparer. en deux. discrétionnairement d'en faire 2 lots. J'ai eu aucun mot à dire là-dessus et c'est très bien, ça me dérange pas du tout. Mais donc, il a été décidé que ce serait 2 lots de 5 toiles et il y a une trentaine de lots. Moi, je vous invite à aller voir en ligne à quoi ça ressemble tout ça, parce que les lots sont quand même assez cool. Et l'objectif, ça va être de lever des fonds pour Aviation sans frontières. Donc, le 18 juin prochain, alors, il y a les toiles seront disponibles, les toiles et les lots, hein, d'ailleurs, tout ce qui sera vendu aux enchères sera normalement visible le lundi, le mardi, avant la vente aux enchères. Donc, Sur place ou au Oui. Salon du Bourget? sur place. D'accord. Chez Arcurial Champs-Élysées. Et voilà, donc moi j'ai livré mes toiles, je les ai emmenées là-bas. On m'a montré où est-ce qu'elles allaient être exposées. Et voilà. Et donc on verra à combien ça part. Et puis on n'a aucune attente. Je veux dire, ce sera comme ce sera. Après, tu disais que ça a été un enchaînement de chance, etc. Mais il faut quand même remettre un peu au cœur de la chose le travail, quoi. C'est que tu le disais, c'était des centaines d'heures. Tu étais vraiment investi. Et pour peut-être par rapport à d'autres œuvres, là, tu avais un timing. Il fallait que ça soit livré à telle date, etc. Là, c'était quand même. C'est pas que de la chance. C'est des Non, centaines mais d'heures de travail, je- un timing, une rigueur, faut s'imposer, etc. Merci de l'évoquer. Merci de l'évoquer parce que oui, Ouais. obligatoirement. Moi, je compte pas mes heures, mais je crois. Je veux dire, c'est simple. Hein.
je me vois mal avoir passé moins de 20 heures, 20, 30 heures en moyenne par toile depuis que je peins. Ouais. Dès les débuts, c'était déjà des 30 heures de travail. Aujourd'hui, c'est des 30, parfois beaucoup plus de travail. Mais mettons que c'est 30 heures une toile. J'en ai peint plus de 200. Ouais. Donc j'ai passé du temps à peindre. Et là, on parle juste du temps à peindre, ni du temps à dessiner, ni du temps à réfléchir, à composer des œuvres, à chercher des sujets, à se déplacer, à aller acheter du matériel, etc. Je veux dire, il y a une règle des 10 000 heures, je crois, une règle des 10 000 heures qui dit que quand tu as passé 10 000 heures à faire quelque chose, tu as le droit, objectivement, d'être considéré comme un expert ou un pro. Enfin, je sais pas exactement quel est l'intitulé. Et en plus, ça vaut ce que ça vaut comme règle, mais je garantis que j'ai passé la barre des 10 000 heures depuis très longtemps. Depuis que je fais de la peinture. Donc oui, j'ai travaillé beaucoup. Et genre, les années les plus fastes que j'ai fait, je crois que c'était 2021, enfin les années de Covid, où je passais du temps à la maison. Je crois qu'il y a une année, j'ai sorti 28 toiles en un an. Dont des toiles multiples, hein, dont des triptyques, des trucs comme ça. Donc, je veux dire, on est sur des 2 toiles par semaine, quoi. Enfin, une toile toutes les 2 semaines qui sort, quoi. Oui, donc bourreau de travail, effectivement. Mais On parle d'un travail à côté. Enfin voilà, ça c'est la passion à côté. Enfin voilà, j'étais célibataire et j'étais en confinement. Donc ça crée des conditions pour cravacher. Mais tu t'es pas arrêté depuis. La preuve avec ce projet pour Aviation sans frontières et la vente aux enchères où là c'est énorme. C'est cool en termes de je vous dis, 2017, 20 toiles aéronautiques. Là maintenant, 2025, 8 ans plus tard, j'en ai sorti 150. Toiles aéronautiques et une 50aine de toiles non aéronautiques à côté. Et maintenant, là, cette année, par exemple, enfin 2024, t'as fini avec combien de toiles en 2024, tu sais, ou pas 15. à peu près? Ok. Quelque chose comme ça. Donc ça reste quand même significatif. Donc pour rappeler, le 18 juin, donc vente aux enchères sur Paris. Oui. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Je sais pas. Renseignez-vous. Oui, exactement. Ça va être la bonne indication. Je vais pas dire de bêtises. Donc c'est pour une bonne cause. Art Curial, je sais pas dans quel cadre ça s'inscrit au niveau de l'accès à tout ça, etc. Ouais, je sais que les enchères se font sur place. Je sais que les enchères se font en ligne également. Si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par les différents lots, etc., vous pouvez vous inscrire en ligne. Vous pouvez aller sur place. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais effectivement, on se renseigner sur comment tout ça fonctionne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un beau projet. Il y a vraiment plein de choses. Enfin, que ça va des planches de BD, à des vols, à des montres, à des casques de la patrouille de France. À des casques, exactement. C'est vraiment, pour tous ceux qui sont passionnés, on va dire, par le milieu aéronautique, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Et c'est l'occasion de faire une bonne action parce qu'Aviation sans frontières a quand même énormément de missions, que ce soit dans différents pays, avec du coup utiliser le vecteur aérien pour faire des actions humanitaires. Donc, c'est vraiment... c'est un aboutissement aussi de... Peut-être un aboutissement, il n'y a pas vraiment de fin, mais pour un peintre de l'air... dont la mission est de servir l'institution, en fait, d'une certaine manière, d'être au service quelle que soit la cause, de l'armée, du rayonnement de l'armée française, de l'armée de l'air française, des avions français, de l'aéronautique en général, peu importe. Ce titre s'exprime dans ce... On te donne une espèce de tampon pour que tu fasses rayonner, pour que tu fasses de la promotion et pour que tu serves une cause quelque part qui n'est pas la tienne en tant qu'artiste individuel. Et je suis tellement content de faire ce genre de truc, en fait, tout simplement, parce que c'est génial, en fait. C'est génial de sortir des toiles qui vont servir à financer quoi que Aviation sans frontières veuille faire. Je crois que je suis au courant de ce qu'ils veulent faire. Il y a une question d'avion, hôpital, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Mais on verra. On verra bien. Je veux dire, ça m'appartient pas, ça me dépasse, et les toiles partiront où elles partiront. Et... Pour finir ton interview, aujourd'hui, où est-ce que tu en es au niveau de ta passion artistique? Elle est toujours plus grande. Parce que, en fait, des débuts où je regardais les avions de loin avec une passion dévorante, maintenant, je les regarde de près et je les dévore encore plus. Parce que plus je les vois, plus je les aime. Plus en plus, on donne de la valeur à ce que je fais au travers des différentes personnes qui continuent de liker ou quoi que ce soit. Plus j'ai envie de continuer. Donc, je vais pas m'arrêter. Certainement pas. Je suis pas en train de dire que je vais faire de plus en plus de toiles parce que j'en sors déjà pas mal. Mais la mission du peintre de l'air, elle va pas s'arrêter du tout.
Je continue sur ma lancée. J'ai plein de projets en tête. Je vais faire d'autres livrets Rafale Solo Display les prochaines, quand je les verrai comme tout le monde. Et puis voilà, j'espère juste continuer de rencontrer les gens de l'armée de l'air, qui, à chaque fois que je les ai rencontrés, m'ont émerveillé. Hein. À chaque fois que je vais sur une base ou quoi que ce soit, voilà. Donc la suite, on continue. Et les prochaines étapes, est-ce qu'on peut te souhaiter quelque chose spécifiquement ou pas forcément quelque chose en tête De continuer d'être dans cette... la seule chose qu'on puisse me souhaiter, c'est le moins possible de vents contraires. Alors je sais qu'en aviation, les vents contraires, ça aide à décoller. Hein. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais la seule chose qu'on peut me souhaiter, c'est que on me laisse continuer de faire ça en fait. Et qu'on me permette simplement, qu'on me donne tout le temps la sensation que je fais des choses qui vont dans le bon sens. Voilà, ça je pense que c'est ça que... Tu fais partie des très jeunes peintres de l'air, donc tu as encore l'occasion de faire mais une longue carrière. Et il y a des choses qui se préparent. Ouais. Il y a des choses qui se préparent. Et il y avait une petite question juste du chat pour finir là-dessus, donc peintre de l'air, mais il y avait une question au sujet de bâtiments, par exemple de la marine. Est-ce que ça pourrait te tenter un jour de peindre un Charles de Gaulle, des choses comme ça? Est-ce que ça pourrait à terme te plaire? J'y ai pensé. J'adore les bateaux aussi. Ouais. Alors moins que les avions, on va pas se mentir, mais j'adore les bateaux. J'en ai peint quelques-uns. On va pas se mentir, l'eau, c'est une horreur à peindre. Les vagues, etc., c'est vraiment, vraiment très, très compliqué. Et j'ai un immense respect pour ceux qui y arrivent. Peintre de la marine, du coup? C'était où, par exemple, dans le cadre d'un avion, le mettre... je sais pas, j'ai vu la question, j'ai pensé, par exemple, un Rafale sur le Charles de Gaulle, ou alors juste peindre uniquement des bâtiments. Est-ce que c'est des choses qui, sait-on jamais, pourraient être... Oui. La seule chose que je peins pas, et ça je peux le dire, c'est je peins pas d'êtres humains. Je ne peins pas des portraits. Je suis un peintre de machines. Mettons ça comme ça. C'est pas nécessairement par choix ou c'est pas par orgueil ou parce que j'ai pas envie ou quoi que ce soit. C'est juste parce que je ne m'estime pas en capacité de faire les personnes aussi bien que je fais les machines. Et ça, c'est quelque chose je veux pas en fait entrer dans un univers où je peux pas aller à fond de ce que j'ai envie de faire. Et je sais que peindre des personnes, peindre des visages, ces choses-là, ce n'est pas mon truc. Parce que j'estime que je les ferais pas bien. C'est tout. Est-ce que je les ferais bien? J'en sais rien, peut-être, mais je ne veux pas... T'as pas envie d'aller là-dedans et tu fais... J'ai pas envie d'aller là-dedans. Donc, je reste quand même, et c'est très facile à vérifier, hein, je reste quand même, je peins des avions, quoi. Des bateaux, des voitures, j'en ai fait. Pas mal de sujets. Mais globalement plutôt des machines, quoi. Tu peins tes machines passion. Après, quelles machines peut-être à terme, mais en tout cas pour l'instant c'est plein de beaux avions, plein de belles toiles et on va pouvoir découvrir tout ça sur tes réseaux aussi. Merci beaucoup Arthur pour cette interview c'est génial. Moi, de peintre de l'air et de l'espace. Merci beaucoup, franchement c'était passionnant. Moi j'ai passé un super moment. On espère que ça vous a plu dans le chat. On a essayé de prendre les questions qui passaient. On a Arthur encore avec nous quelques minutes, donc n'hésitez pas s'il y a d'autres questions qui vous tiennent, que vous voulez à tout prix poser. Pour transiter avant le Fast and Curious, donc les petits dilemmes, j'ai innové, ce ne sera pas un quiz de culture générale, mais un nouveau jeu qui s'appelle, Antoine, Gaziercraft. Exactement. Et j'ai hâte de voir quelle sauce on va être mangé parce que ton quiz tout le monde étant... va découvrir ça ce soir en avant-première. Le concept est simple. J'ai choisi de prendre une photo d'avion, d'en tirer un petit extrait, de faire un zoom à un certain endroit, de montrer donc cette image et il faut reconnaître quel est l'avion. Donc nous sur le plateau, Antoine et Arthur vont participer. Ils vont essayer de retrouver. Alors c'est toujours comme le quiz crescendo, ça commence plutôt simple et ça va monter en difficulté. Je vais me planter dès le premier, ça va être beau. Non mais t'inquiète pas, on juge pas et vous dans le chat n'hésitez surtout pas à répondre et à donner vos réponses. C'est Antoine qui pourra lire le chat et me dire si vous l'aviez ou pas. Alors j'annonce, d'habitude je suis nul au quiz, et là j'ai peur d'être encore plus nul à ce jeu. Tu fais tout pour me mettre en défaut, Alexandre. Franchement, c'est mon but depuis l'arrivée à Ground Frequency. Mais je vais pouvoir compter sur Arthur, je pense. Bon, écoutez, est-ce que vous êtes prêts? Moi je suis super prêt. Je suis hyper tendu là. Eh ben, je propose le premier avion. Can you guess the aircraft? Oui. Est-ce que tu l'as? C'est... Attends, le problème c'est que la verrière... Tu l'as pas?
C'est un. Je sais parce que c'est un Spitfire. Oh, je pense. Bah, non. Bon, c'est un Warbird, il n'y a aucun doute là-dessus. Ah ouais, mais Est-ce que c'est un Spitfire? Il a la verrière à l'arrière bombée comme ça. ça me paraît plus moderne. Non. Bon, c'est Ah soit ouais. un Spitfire ou un P40 ou. Antoine, là, il suit pas. Ouais, je vois pourquoi tu dis ça, mais. Fait que la verrière soit bombée à l'arrière m'induit en erreur parce que ça pourrait être un Spitfire biplace justement pour les pour les exhibitions. Je sais pas. Ah, franchement. Tu dirais Spitfire du coup, Arthur? Je dirais Spitfire avec passager. Ok, Dans Antoine, le une chat, idée? disent Mais je suis pas Spitfire sûr. aussi, White Dragons. Je suis pas sûr. Ah, j'ai. T'es ça pas me fait décidé? Ça me fait pas. Ouais, je pense. Mais je Ah, ne saurais c'est pas si dire dur quoi. que ça? Ouais, non, mais c'est que, Je c'est commence que ça fort, doit être c'est ça, ça. du coup. La hein, mais- verrière des Warbird comme ça, Ouais, ça peut C'est pas induire. facile, Ok. là, ça peut induire en erreur. Eh ben écoutez, la bonne réponse, c'était bien un Ah, Spitfire. ah ouais, ok. Ouais, donc bluffant. Bien joué. Hein. Beau Spitfire comme ça. Donc j'aurais officiellement 0 point de toute la. Bon, de comme tout- d'habitude. Ok, Non, d'accord. t'inquiète Je pas. la voyais pas aussi bombée, tu vois. Je l'aurais pas aimé. Il n'y a pas que du Warbird, il n'y a pas que du Mais il y a chasseur, plein je de sais versions. faire. Il y a plein de versions du Spitfire. Ouais, Ouais. là je pense que c'est un Mark 16. Tu peux voir le moteur, c'est un Griffon typiquement, donc ça commence à Parce être que c'est sur vrai les que dernières l'image, versions. j'ai en tête plutôt les versions vraiment plus anguleuses là avec Ouais. les verrières. Ouais. Mais ok. Donc voilà, Ok, premier bien joué, avion, Arthur. il y en a 10 Et au bien joué au total, chat, bien donc, joué à White 10 au Dragons. total, allez. Ouais, ça va aller. Allez, numéro 2. White Dragons, toujours dans le chat. Can you Merci guess à the toi. aircraft? Oh putain. Bah, Ah là. ça. Non, mais c'est un avion d'assaut, il n'y a aucun doute là-dessus. Là, il n'y a pas la moindre once d'hésitation. Mais est-ce que c'est un Mirage 2000 ou est-ce que c'est un Rafale? Antoine, tu sais pas Ou un tranché? Mirage, Bah. ou un Mirage F1 ou... Non, pas un Mirage F1, c'est trop beau. Bah, la perche elle fait quand même très rafale, non? Oui, ça m'évoque le Rafale quand même. J'ai quand même Mais envie ça, de dire mais ça Rafale. pourrait être un Mirage 2000 aussi. Donc vous tranchez comment? Moi, j'ai envie de dire rafale. Parce Moi, que, j'ai envie de dire... Non, je dirais Mirage 2000 Mirage parce que 2000. la perche d'avitaillement est un peu différente sur Ah le ouais. Rafale. Elle n'est pas exactement comme ça. Ok. Et ben, le chat dit beaucoup Mirage 2000 aussi, donc j'imagine que j'ai Ouais, encore perdu, mais je reste sur le effectivement, Antoine, rafale tu et j'ai restes à perdu. zéro. Mais j'aurais C'est bien 0 un toujours. Mirage 2000-5. Yes. Ah, t'aurais pu nous mettre la même chose pour le rafale en parallèle pour comparer. Pour comparer? Mais qui te dit que c'est pas le prochain? Non, mais ça se voit, la perche n'est pas comme ça, je veux dire. Évidemment, quand on l'a dessiné Voyons, des Antoine. centaines de fois. Bon, on peut passer au troisième avion. Tu connais trop sous tous ces recoins en fait. Bah, Tous les ceux avions que j'ai d'assaut. peints, C'est ceux que j'ai triché, c'est peints, ça. je les connais bien, ouais. En Et général. bien joué au chat, hein, je vois que ça participe bien. Continuez. Bon, c'est la Concorde, ça. Ça allait vite. Ouais, j'ai même pas eu le temps de voir la Ouais. photo, je regardais. Non mais oui, Ça, ça. le chat, ça, ouais, ça, Concorde, ça, tout le monde Ouais, valide. ça Ça je va suis plus ok. vite. Allez, bam. C'est bon, c'est validé, c'est bien Ouais. Concorde. Yes. Ils sont sympas quand même, ces Concorde. On peut passer à la prochaine image. Celui-là, tu me le comptes comme point, c'était bon. Je te le compte. Ça Ok, fait ouf. un. Le chat Heureusement. l'avait aussi. Je connais pas les noms des hélicos, ça m'enquiquine. Je Alors ne sais là. pas. Je ne sais pas du nom. Là, je sais pas le nom de l'hélicoptère. Bon, il est sur Autant de porte-avions, queue ça avec pourrait être 4. un... Comment il s'appelle? Ouais, en plus, ils ont des noms bizarres, les hélicos, c'est du MH145 ou des trucs comme ça, mais c'est pas du tout ça. Franchement, là, Non, je donne n'ai complètement pas la le langue nom, au chat. là, je sais pas. Ils disent Là, vous l'avez pas. NH90 dans le chat. Ok, c'est tout. Mais je pense. MH90. NH, je pense. NH, ouais. Ouais, je pense pas. Je sais pas. Là, j'avouerai, je sais pas. Non. Personne ne l'a. Pourtant, je suis sûr que je l'ai pas, celui-là. Mais c'est pas sûr. Mais je Ouais, suis sûr. non, personne là pour l'instant. Non, ok. Un vieux machin dit Rosé Un vieux Blé 33. Bon, vieux, pas Et, si du coup, vieux que ça, mais... Un lynx selon Ben Moll. Non, c'était un SH-60, donc c'est le Seahawk, c'est la version Oh là navalisée là. du Black Hawk. Oui. Non, bah, alors là, bah voilà, Il avait dit crescendo, on est qu'à la troisième question. Non, mais bien quatrième. sûr. Alors là, vous avez la les suite. hélicos, Ah, c'est c'est- vraiment c'est pointu, les hélicos. J'espère que vous allez reconnaître un avion sur son boulon, hein, parce que là, vous êtes pas prêts pour la suite. Voilà. Il me fait super peur. Non, donc c'était bien un autre petit hélico, le Seahawk. Est-ce J'aime qu'on beaucoup peut ce jeu. passer- C'est stylé, Alexandre. C'est stylé, Tu c'est refais bon, ma c'est validé culture pour aéro un- un peu aussi qui est En même de temps, grosses lacunes. quand t'es dans l'aéro, reconnaître les appareils, c'est tellement genre inévitable. Ouais. Genre les reconnaissances d'avions. Ah, mais on peut être plus ou moins bon à ça. Moi, je sais que je suis pas très très bon C'est-à-dire que tu là-dessus. es un peu moins bon aviateur. Ah, ça doit être ça. On te mettra Je suis un pas fake sur, aviateur. sur les tours Moi, je de dis ça, dessin. je vais me planter sur tous les suivants. Donc. Et bien écoutez, prochaine image. Est-ce que vous l'avez? Alors. J'ai l'impression. Attends. Mais attends, et t'as fait des trop gros zooms aussi. Ah, ouais, le ça, truc, ça, c'est que c'est fort. je suis induit en erreur par l'angle de vue parce que ça pourrait être un Rafale en vrai. Hein. Ça pourrait être un Rafale, mais en montée. Donc il est en train de monter parce que je vois. Bah, on voit, il y a les becs qui sortent là. Il y a les becs qui Ouais. sortent et puis Après, est-ce que le Rafale a des becs, Antoine l'angle du bidon en fait. Ouais. L'angle du bidon semble Non, mais indiquer t'es qu'il trop- monte vers trop le haut. précis. J'ai envie de dire Rafale.
J'ai envie de dire Rafale. Ok, Antoine. Bah, t'as dit tout à l'heure qu'il dit que c'est pas la prochaine, donc c'est celle-là la prochaine et c'est Bah, Rafale. qui dit que ce sera pas la prochaine de celle-là, la Rafale. Je pense que c'est... Non, Je vais dire Rafale, mais bon. merde, tu mettrais pas autre chose que des avions de chasse français. Ah ouais, t'es donc, sûr de ça Rafale pour tous les deux. Peut-être Allez. Rafale Marine même, peut-être. Eh bah écoutez, bonne réponse. C'était bien un Rafale. Ok, donc t'avais raison, montée, bec sortie. Ah, bon, et voilà, c'est l'œil de l'artiste. Au Ouais, début, ouais. j'ai cru que c'était un Harrier, donc Ouais. un avion, enfin bref, un avion qu'on voit dans le film True Lies avec. Avec Monsieur Arnold. Schwarzenegger. On a White Dragon qui nous proposait le Panavia, mais non, le Panavia. Le Tornado peut-être qu'on a un jour, très dans- bien- ouais, il va Alors, arriver un jour. Là, je peux me coucher en paix parce que j'ai reconnu le Rafale. Parce que C'est beau. si c'était pas le Rafale, Attends, un Rafale, Après- un Mirage 2000, hein, t'inquiète, là ton score est très bon sur ce J'aurais quiz. vraiment pas été bien là. Ouais. Bah écoutez, Peut-être qu'il y en a prochaine d'autres. question, mais ça a monté en crescendo comme j'ai dit. Alors là, Alors là, Ah, les gars, si, c'est un F4 rue Corsair, ça. C'est un Antoine, Corsair. C'est un juste Corsair. avec le. Mais Ah oui, mais oui, on est sur le mais truc. Oui, c'est un Corsair, ça. Ouais, ok. Si. On voit pas trop le côté. Bon, je ouais, veux dire bon, la. c'était bien un corsaire. Ok. Là, on Non, est mais sur ouais, ok. le niveau correct. Ouais, mais c'est bien. Là, on avait très peu d'indices. C'est tout de suite passé. Stylé. Bravo. Et Dans le chat l'a eu direct aussi. White Ok. Dragons, Benmol, bien joué à vous. Ok, super. Bah, Ah, écoutez, t'es très fort, hein. Tu l'as eu très. Tu nous as ouais, très vite. il est hein. bon, il est bon. C'est un très bon invité. Bonne culture générale sur les avions. Peut-être prochaine image. Est-ce que vous l'avez? C'est un Airbus. Alors, c'est Alors, quel du air coup, Ah, putain, c'est- lequel Ah, c'est le. Ah, c'est dur. J'ai envie de dire un petit. Là, tu connais le Un boudel, petit, tu connais petit. tu connais le boudel ou tu connais pas le boudel là. Ah, pas forcément que ça. Winglet, Sharklet, je sais même pas. Non, Sharklet c'est Boeing, je crois. Donc Winglet, je sais pas comment. Et les issues de secours, faut regarder aussi en général où est-ce qu'elles sont sur Là, dans la. J'avais des appris- 321, Il fut un 318. il fut un temps où je savais identifier tous les Airbus en fonction des issues de sortie, mais là, j'en ai aucune idée. Alors j'ai envie de attends, me c'est dire un que néo. c'est un- Attends, c'est un néo, donc ça en exclut déjà d'emblée certains. Pour moi, c'est peut-être du. J'ai envie de dire un petit, genre un 319 Néo. un 319 truc, nœuds, ok. Mais je crois pas que les Sharklet ou les Winglets de la 319 ressemblent à ça. Bah, ouais, bon, je vais tenter ça, mais. Tu tentes je pense pas que ce soit du. J'ai envie de dire, je sais pas. Je vais te Dans dire. le chat, ça répond Au quoi? feeling, Dans je le vais chat, dire, ça je vais dire répond- à 330 néo. Et ben dans le chat, ça répond 320 Néo ou alors le XLR. Ils Ça disent va. à 320, en tout cas, ça part sur la 320. 320 peut-être. Ouais. Je sais pas. Et je Ah, pense qu'en plus, quand il nous parle. Bon, par contre, c'est Benmol un nous parle de Airbus. l'IMAT US. Mais... Hmm. C'est un Airbus. Ouais, les gars, vous êtes mauvais. Hein. Ça se voit, c'est un 37 max. Ah, d'accord, tu nous as fait un. C'est pas Ah là là C'est là quoi là, ce truc c'est- Tu nous as fait un effectivement cross- Ah, c'est le truc que tu Boeing m'avais envoyé en plus. 737 Un Max. vieux photomontage nul. Bah, ils ont pris un 37 Max, ils ont mis les lignes du 3. N'empêche, on s'est Ah, pas vraiment bâtard. trompé parce qu'on était indécis. Tu vois, moi, je connaissais, Ouais, ouais. personnellement, je connaissais Tu disais que c'était pas- aucun modèle Là, Airbus vous qui faites pas ressemble à ça. d'effort, on voit la dérive, c'est celle qui est coupée en deux comme le Non, mais 37. d'accord, Ah oui, mais oui, Sharklet. oui, bien Ah, sûr. mais d'accord, mais tu nous as mis un les biais Sharklet, psychologique, les t'es winglets nul. d'un 37. Dans le chat, on me dit putain, les winglets, forcément. Voilà. D'accord, Ouais. non, mais t'es pas drôle, Dans Alexandre. ma tête, c'est les winglets comme ça, je les connais pas chez Airbus et j'aurais dû reconnaître la queue. Et moi, En je me effet, suis même pas c'est posé la une queue- question, C'est une queue hein. de 737. Mais en Ouais. même temps, J'avais restreint le Néo, Il est j'avais fourbe, restreint hein. la. Ouais, J'avais restreint on la entend plage difficulté, directe. moi. tellement fourbe le garçon. Je là. l'ai dit. C'est nul, Alexandre. T'es pas drôle. Un peu quand même, mais pas drôle. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine Ah, image? c'est nul hein, ce qu'il a fait. Hein. Ah, bien il faut- joué, il c'est faut- bien il joué. faut être méchant des fois. Ah là, on commence à monter aussi en difficulté. Est-ce que vous l'avez? Non, non. Ah, on retourne dans les Warbirds. J'essaie de voir au niveau de. On voit au niveau de la roue. C'est très caractéristique. Mais. Qu'est-ce que ça peut être ça? On va dire que c'est un P quelque chose. Voilà. Mais P quoi, je sais pas. Donc tu pars sur de l'américain? J'en sais rien. On va dire que je peut être un- considère que c'est un P quelque chose. Antoine, pas d'idée? Non, ouais, dans le chat. Ça va être un Air Tractor le truc. Ils disent. Quelqu'un dit un Stuka, un Mustang. Fireboss. Et bah écoutez, il y a la bonne réponse. C'est bien un Junkers 87 Stuka. Oh, White Dragons vient de l'avoir. Et bah bravo Ah ouais, à bah ceux alors qui ça. l'ont eu, effectivement. Donc avion chasseur bombardier allemand. Bravo. Je Plutôt crois que bombardier. c'est pas mon avion préféré. Chasseur, d'ailleurs. mais, Non, je l'aurais jamais eu celui-là, jamais. donc Ah bravo ouais. à ceux qui l'ont eu. Ils sont forts, le chat. hein. C'était un Boeing Business Jet. Ouais les gars, c'est évident. C'était Non, un dessin aïe, sur aïe, ses aïe, aïe. livrets. Donc la difficulté monte là, vous en faites pas. C'est Attends, pas mais il y en a fini, encore c'est pas combien? fini. Il y en a encore combien, Je Alexandre? crois qu'il doit en rester 2, c'est ça? 2. Donc on Ah peut là passer là. au 9e. J'espère et que ça vous plaît dans le avant-dernier. chat, ce nouveau jeu. Avion de ligne, le retour. Est-ce que vous l'avez?
J'ai l'impression que c'est un quadrimoteur. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que les moteurs sont trop petits pour être que 2. J'ai l'impression. Vu la taille de l'appareil. Donc je pense que c'est un quadrimoteur. Ce serait pas l'avion russe avec ses Dussam ou un truc comme... Non, ça peut pas être un... Non. Du SAM. Qu'est-ce Le qu'on SAM aurait comme sans- quadrimoteur Ils l'ont pas mis en quadrimoteur. Non, je sais même pas. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire Ça hésite beaucoup là. En vrai, pour moi c'est un Airbus déjà. Ah ouais. Clairement. Oui, parce que Ok. les moteurs, j'ai l'impression que c'est une espèce de vieux dérivé sur un A380 que tu nous as fait là. J'ai l'impression que c'est un A380 foiré là. Est-ce que c'est un vrai avion ou pas? Ou est-ce que Ah c'est oui, encore un non, montage? non, Ok, c'est pas comme tout à l'heure. Sache que s'il y a des montages, c'est que sur la livrée en soi. Ça va pas faire un avion de zéro. Ah, ok. On va dire A340, quelque chose. Ok. ouais. Et toi, Antoine? Bah, je sais pas, j'aurais bien... T'es indécis. Ouais, On le sent. pareil. Non, je sais pas. Dans le chat, ça dit quoi? Tu reconnais même pas les... MD80 tu- ou 340 Tu 200. reconnais même pas les moteurs de la maison. Ah là là. Effectivement, c'est Ok, un Airbus bien joué. A340. Hey, Qui est- Putain, t'as quadrimoteur. bien choisi Donc, la ton version- angle. Hein. Ah, bien sûr. Quadrimoteur. Ah, attends, j'allais pas mettre les 4 tout de suite dessus. Ouais. Non, mais il faut que ça soit difficile. C'est l'aile me parlait pas trop la Ouais. là, donc c'est... Effectivement, donc le 340 qui est en quelque sorte une version 330 quadrimoteur. Putain, ils sont forts. Et Dans oui, le chat. et oui. Donc un des 2 seuls quadrimoteurs Airbus. Et vous êtes petits en moteur, c'est pour ça que je trouve... Bah, d'ailleurs, c'est dans le chat, MMG7F, Content moteurs que tu le fasses, ouais. sont étranges. Et Ouais, donc, la photo elle est déformée, ouais, je suis ouais. d'accord. Déformé, de mauvaise c'est foi. tout de suite. Va falloir aller très très loin dans les prochaines émissions. Ah pour bah il y en trouver a des déjà nouveaux qui sont modèles. prêtes pour la suite. Donc Et avoir des il y a invités qui des s'en idées. sortent aussi bien que toi aussi. On va mettre des RSD, après il faudra deviner l'année. C'est bon ça. Ça peut être pas mal. Eh ben écoutez, si vous êtes prêts, c'est la dernière. Donc tout va se jouer là-dessus. Fin du supplice, mais en tout cas très bon jeu. Est-ce que Ah, vous attention. l'avez? Ah bah attends. Attends, bah en Oui bah double non, bah, pont, déjà double pont donc. Oh putain. Est-ce qu'il a pas fait exprès? Est-ce du coup on est d'accord, hein, Mais c'est si, un mais si, vrai... clairement. C'est un vrai, il est comme ça, c'est un double pont. J'essaie de voir la Ah. forme des portes. Parce que si c'est un A380, j'ai peint tellement de fois la 380 que. Il est très fort notre invité, franchement tu m'impressionnes. Non Moi je c'est- pense à 380 quand même. J'arrive pas à être sûr. C'est un avion Mais qu'est-ce que de c'est la pour être Lufthansa. Qu'est-ce que c'est pour être d'autre qu'un 380? Bah je ne dirais rien, Bah, mais Surtout avec la... ça pourrait être d'autres avions. Mais attends, en même temps. Non, mais attends. Parce que la porte, elle est en haut. Attends, parce que Déjà. le triple. Le 747, le double pont, de toute façon. Il y a pas de porte sur en toute haut. il est pas sur toute la longueur, en fait. Puis le double pont on n'y accède que par ça, le... ça peut être qu'un A380. Ça ne peut être Ça qu'un ne peut être A380. qu'un C'est pas un A380. c'est Le pas un- chat répond quoi? 380. Ah, ça finit sur une mauvaise note, les gars. C'est vrai. C'était Ah un ouais. 747 de la Luft. Ouais, effectivement, Je les savais pas qu'il y avait une 747, porte par-dessus 400, comme ça, 800, des Ouais, mais ils je le ont- sentais venir. Mais je pensais. Mais d'accord, je connaissais pas la version du 747 qui va aussi Ouais. loin au niveau de sa bosse, en fait. Ah Ouais, ouais, Au moins, elle est effectivement, juste au c'est début pas- et- C'est pas donc les versions comme les versions un Air très, France très des gros tirés 747, 100, ça. ouais, Ah ouais, ouais. 400. Là, c'est un du De 747. toute façon, c'était l'un ou 800, l'autre. je crois. hein. C'était C'est l'un. du 800, ouais, tier 8. Mais là Ouais, aussi, c'est ça le me plus gros, paraissait... quoi. C'est le plus gros 747 qui existe, quoi. Ouais. Moi, je voyais moitié de hublot sur Nini. Et ouais, fallait être meilleur. C'était Et l'un ou l'autre, mais sachez ça que sentait que ça puait, Fred tout ça. Marsali l'a fait en avant-première pour me confirmer les difficultés. Et il a reconnu quand même très vite parce qu'il y a le liseré, on va dire, gris en dessous du 747 qui est que propre au 747. Les Lufthansa en 380 sont full blanc. D'accord, il faut être... Moi, donc, Évidemment, j'allais dire. personnellement, Je pense qu'on aurait la porte me disait rien. Pour avoir peint pas mal d'A380, je vois pas une porte comme ça. Donc, Bah, je crois que Je ça savais pas quoi superpose en dans penser. les portes de pont haut, pont mais bas. elles sont pas foutues comme ça, quoi. Mais moi, j'avais Non, justement ça, c'est- l'impression que ok. sur un 747, t'en avais une plutôt à l'avant, mais qu'il n'y en avait pas une comme ça en plein milieu en haut. C'est ça qui m'a fait bizarre. Je me suis dit, bah, sur le 380, Et ouais, je regarderai des photos. Ouais, mais fallait- c'est un fallait, 747 format XXL bah, bizarre. ouais. qui était produit jusqu'à pas Donc longtemps. forcément. Bon. Ouais. ok. Mais bah, écoutez, Bravo au écoutez, chat, en tout cas, vous avez bien bravo à participé, tous, tout ça, c'est- que ce soit C'était cool. Arthur, Antoine sur Non, le moi, j'ai pas le droit plateau. d'éviter. T'as pas le droit. Mais Bon, bravo, bah, Alexandre, bravo, pour la Arthur. préparation de ce quiz. C'est très marrant. C'était C'est- cool, Et, c'était ça me cool. faisait plaisir de. Faut faire ça encore. Ouais, de pour vous le tester premier ça. Gas Aircraft, c'est marrant. Ça va me faire un peu Culture Hero parce que tu sais que j'ai toujours du mal avec ça. Mais ça va venir un jour, peut-être saison 18. Ouais. Mais pas que des avions de chasse quand même. Tu sais que j'ai. Non, j'en mettrai plus la prochaine fois. Mais C'était cool. bah écoutez, merci tous les deux. Et puis Bah, je vais pouvoir tu vas nous faire un te petit Fast and garder Curious, pour faire un Fast and Alexandre. Curious. Donc Arthur, si Tu nous es rappelles les prêt, règles. Si tu acceptes cette mission, tu vas devoir donc choisir dans des dilemmes qui vont te proposer deux choses, choisir l'un ou l'autre Yes. de manière rapide et donc le moins réfléchi possible.
Et t'as le droit des jokers, bien sûr. On n'est pas là pour te coincer. Ça veut donc, dire quoi des jokers? Je comprends c'est pas. si ta réponse Si, A ou B, que t'as envie de répondre ni par A, ni par B, ou pas par AB, bah t'as le droit de dire joker. Je peux le T'en dire. as un. Un seul. C'est combien de questions en tout? Combien de J'en ai une petite dizaine. Aïe, 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 aïe. J'ai peur. Est-ce que t'es prêt? Bah oui, Est-ce oui, que bien t'es sûr. prêt, Alexandre? On est parti? Bien sûr. Non, moi je suis bien pas prêt. Écoute, Arthur. Prêt, top. Rafale ou Mirage 2000? Bon, Rafale. Toile numéro 10 ou toile numéro 152? 152. Noir ou blanc? Noir. Toile ou photo? Toile. Warbirds ou jet d'affaires? Warbirds. La Ferté ou le Bourget? La Ferté. A400M ou A330M RTT? A400M. R ou espace? R. RSD 2024 ou RSD 2025? 2025. Bah écoute, bravo, T'as même pas t'as essayé de le répondu dire. à toutes mes Non, petites ça allait, ça allait. mes petits dilemmes comme ça. Ça va, c'était du tac au tac, c'était rapide. Ça allait. Ouais, c'était parfait. C'était Quand on te parfait. dit toile 10 ou toile 152, est-ce que ça te... tu te souviens de... Ou c'est juste... Ah ouais, ok, tu te souviens de beaucoup de C'est tes ça, Ouais, artistes. j'aime la toile 10, c'était ma toute première toile de Rafale. On l'a, je crois, quelque part. C'est le tout premier Rafale que j'ai peint, et c'était pour moi. Et je l'ai toujours. C'est finalement une des rares toiles que j'ai encore avec moi. J'en ai quelques-unes, mais celle-là en fait partie. Et ouais, c'était mon premier Rafale, donc voilà. J'aimerais bien un jour la refaire. Pas repeindre par-dessus, mais la refaire. Refaire la même toile, mais avec des années d'expérience en plus. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Ok. Ce serait chouette de faire ça. Donc, peut-être un jour on verra ça, les deux juste à côté. Tu l'as encore du coup chez toi, celle-là, c'est ok. Ouais. Sympa. Eh ben écoute, Ah bah, merci pour tout. Alors, on avait en tout cas le chat pourra t'aller te poser des questions. Je sais qu'il y en avait encore quelques-unes. Moi, je pense qu'on pourrait finir parce que le chat avait l'air d'insister. L'histoire du timbre. L'histoire du Dans le timbre. chat nous demande l'histoire du timbre pour finir sur l'interview parce que ça a l'air parce important. qu'on est à l'aéroport de France. Ouais, le timbre, c'est une histoire incroyable qui m'est arrivée de nulle part. J'étais gentiment chez moi et je reçois un email de La Poste, de Fil La Poste en l'espèce, qui est donc le département au sein du groupe La Poste qui s'occupe des timbres. Et Fil La Poste m'envoie un email en me disant voilà, on a décidé de faire appel à vous pour le timbre 2022. Ok. Le timbre aéronautique 2022. Alors je demande, avec plaisir, mais comment vous êtes tombé sur moi? Enfin, parce que pour moi c'était un truc de fou, quoi. Mon père il aimait bien les timbres et tout ça, donc j'ai tout de suite saisi le truc, quoi. Je me dis c'est incroyable, un timbre c'est costaud quand même. Et ils me disent en fait on cherchait un artiste aéronautique, on a été sur Google, on a tapé peinture aéronautique, on est tombé sur vos toiles. Aussi simple que Et ça. on aime. Ok. Formidable, incroyable. Coup de bol aussi, hein. Ok, avec plaisir. Qu'est-ce que vous avez en tête? On me donne le thème. On me dit voilà, on te met en contact avec un historien de l'aviation que je salue, quelqu'un d'absolument adorable, qui me dit le thème cette année ce sera le De Voidine D1, avion que je ne connaissais pas pour le coup. Et voilà, en fait les 100 ans de son premier appontage ou son premier décollage. Enfin voilà. Je travaille des mois vraiment à faire une proposition de toile. Donc je cherche des tonnes et des tonnes de photos, des photos d'archives, parce que c'est des très vieux avions, il n'y a pas de photos, si tu veux, nettes, précises de ce type d'appareil, quoi. J'apprends un peu l'histoire de l'appareil, j'essaie de le contextualiser. J'apprends du coup que c'est l'un des tout premiers avions embarqués en France sur le premier porte-avions français. Rien que de se dire, quand dans les années 20, il y avait déjà des porte-avions, ça m'en fout déjà. Ouais. C'est incroyable, quoi. Et je me dis, c'est un timbre, je mets le paquet, quoi, en termes d'ambition au niveau de ma toile. Et donc, je fais la mer. Ce que je vous ai dit, j'aime pas peindre de l'eau, c'est compliqué, mais là, j'y vais, je fais la mer complète. J'ai passé, je pense, des vingtaines d'heures à peindre les vagues. Je fais cette toile, je fais le porte-avions, je fais l'avion, j'envoie ça à la personne, donc l'historien, qui me corrige ma toile. Il me dit, elle est incroyable, il me dit, elle est vraiment belle. Elle comprend quelques inexactitudes qu'on va corriger. Il me sort des photos d'archives. Je ne sais pas où il a trouvé ça. Incroyable. Genre la photo parfaite dont j'avais besoin, avec la dérive parfaite, le détail, l'hippocampe, le machin, tout ce dont j'avais besoin pour terminer mon travail. Presque, imaginons, presque une photo en HD des années 20, quoi. Un truc de fou.
Et il me dit voilà, on fait ça parce que c'est cette escadrille-là en particulier qui était sur le truc. Donc je retrouve avec des informations, etc., complètement folles. Je fais cette toile. Je vais chez Philapost. Il y a un peu de communication autour de ça. On me dit le dévoilement de la toile se fera à l'Aéroclub de France. C'était la première fois que je venais. Je viens avec ma toile sous le bras. Il y a un petit vernissage. Je rencontre différentes personnes. La toile originale, qui pour moi ne devait pas rester chez moi, ça n'avait aucun sens. Et j'avais pas non plus envie de la vendre parce que c'est trop important un timbre pour qu'elle soit, je trouve, vendue au premier venu d'une certaine manière. C'est un peu l'idée. Hein. Je me dis juste, faut. T'as saisi un peu l'ampleur de ce que c'était, unique, que voilà. de faire un timbre. Et en fait, dans ma tête, c'était très clair que l'Aéroclub de France était un gros truc et je me sentais incroyablement privilégié de foutre les pieds là-dedans. Donc j'arrive et j'avais demandé à l'historien, est-ce que tu accepterais de recevoir pour l'Aéroclub de France l'œuvre originale que j'ai pas envie de garder chez moi, je m'en fous, quoi, ça n'a pas de sens. Il m'a dit bah oui, avec plaisir. Enfin, clairement, c'est beau, ça appartient à l'histoire de l'Aéroclub de France aussi. Tout faisait etc. sens, quoi. Ouais, c'était pour moi une façon de compléter toute cette histoire folle et unique avec ça. Donc voilà, je sais que la toile est ici. Elle est, on Dans m'a le dit tout bureau à de la l'heure, présidente. dans le bureau de la présidente, a priori. Alors, je l'ai pas vue, hein, mais elle est là, a priori. Et c'est trop bien. Et c'est une incroyable aventure qui m'était arrivée. Voilà. Le monde de la philatélie, c'est un monde particulier. Ça, je l'ai découvert. Je vais pas mettre d'informations superflues. Mais bon, la philatélie, la collection de timbres, je veux dire, on imagine bien aussi que c'est pas le truc le plus jeune du monde. Donc c'est un écosystème assez particulier, assez singulier. J'ai beaucoup aimé y être, découvrir ce que c'était. Avoir des collectionneurs de timbres qui viennent te voir en dédicace avec des dossiers mais entiers, ils te sortent des informations sur tout. Ils te disent littéralement ton avion, ils disent qui c'est qui l'a piloté, etc. Ils ont leur dossier, ils disent tu vas cocher là, là et là, je veux une signature là, une signature là, une signature là et un dessin. Ah ouais. C'est ça, et c'était formidable. T'as découvert d'autres passionnés que ceux que tu voyais enfin voilà, Les c'était une super philatélistes, c'est occasion. un autre niveau. Moi, je suis un bibou à côté d'eux en termes de passion, quoi. Les femmes et hommes de la philatélie, c'est un autre niveau. C'est impressionnant. C'est des fans, quoi. Ouais. La passion, elle est dévorante, quoi. C'est impressionnant. Ils y consacrent leur vie, quoi. Ouais. C'est une super histoire, l'histoire Voilà. du timbre. J'ai C'est très bien que tu l'aies raconté, adoré vivre ça. ça. Et ce qui me tient le plus à cœur là-dedans, c'est la façon dont ça s'est fait. C'est le côté vraiment naturel du processus, quoi. Quand on m'a vraiment dit, écoute, on a cherché sur Internet un artiste aéronautique, on est tombé sur tes œuvres et on t'a sélectionné. Et mis en binôme avec un historien pour faire en plus quelque chose que tu avais peut-être des Et fois qui moins m'a la dit chance de faire. et qui m'a dit, alors voilà, c'est peut-être qu'il a dit pour être gentil avec moi, mais il m'a dit que c'était l'un des plus beaux timbres qu'il avait vu. Ah, ça fait plaisir. Donc Voilà. ça m'a fait plaisir, voilà. Bah, tu vois, ravi de finir l'émission C'est sur super, cette anecdote. ouais. Merci pour le partage. Merci Arthur. On va Est-ce faire qu'on- le. Bah voilà, c'était une super interview. On espère que ça vous a plu dans le chat. Avant de clôturer, on va faire notre habituel tour des recommandations. Je te laisse la main, Alexandre, pour la Je première commence. recommandation. Je vais faire 2 micro-recommandations, mais ça va être rapide. vous Non, en faites t'en as pas. qu'une. Non, Allez, t'en as non, qu'une. t'as le Bon, droit allez, de- c'est bon. Il triche, hein, avec ses Bon, avions, ouais, déjà, il il triche. triche. C'est une reco qui date d'il y a 2 semaines. C'est un magnifique documentaire qui a été fait et publié sur Netflix qui s'appelle Air Force Elite Thunderbirds, donc qui retrace la saison 2023, je crois, des Thunderbirds, donc qui est la patrouille de France, mais de l'US Air Force. Donc pas de France. Et qui... Bien vu. et De qui, l'US Air Force, pas de France. On va s'arrêter là-dessus, je pense, retrace, fin d'émission. donc toute leur saison, tout leur challenge et qui montre vraiment les enjeux qu'il y a derrière, surtout les types de figures, parce qu'ils sont sur F-16, donc c'est des avions qui sont diamétralement opposés aux Alpha Jet pour plein de raisons. Et donc j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Même plus passionnant que la version qu'ils ont fait côté Amazon Prime sur les Blue Angels, donc plutôt côté US Navy. À regarder pour ceux qui ont le temps et qui ont Netflix. Voilà, c'est tout pour moi. Bah, merci pour cette recommandation. À ton tour, du coup, Arthur, que souhaites-tu nous recommander? Donc ça peut être tout ce que tu veux. J'y réfléchis tout à l'heure. On va parler ici d'un court-métrage sur YouTube que j'ai vu il y a des années de ça, sorti il y a quelques années, et je trouvais incroyable. C'est d'une poésie folle et une ode à l'aviation formidable. Ça dure 10 minutes, ça s'appelle The Ocean Maker, et c'est du pur bonheur.
c'est juste du pur bonheur. Si vous avez 10 minutes à tuer, allez voir Ocean Maker sur YouTube, c'est phénoménal. C'est magnifique. Voilà, bref, ça c'est le genre de petite pépite qui sort comme ça, tu sais pas d'où, et c'est vraiment génial. Ah, ça donne envie. Bah, merci pour le partage. C'est vrai que là, on vous a mis un petit extrait pour vous donner envie. Ça a l'air très bien fait avec des avions qui sortent de je sais pas quel esprit pour sortir ces avions, mais ça donne envie. 10 minutes Ouais. en plus ça dure, donc Ouais. c'est vraiment... Eh ben, on ira découvrir ça. Un petit Ouais, bijou. écoute, merci pour la recommandation, Antoine. Et ben moi, je vais Quelle est finir ta recommandation ce soir? complètement en dehors de vos recos, mais c'est pas grave. Moi, je suis tombé sur un document qui est sorti par l'agence de la transition écologique, l'ADEME, parce que voilà, je me renseigne un petit peu. Je vous ai vu une reco sur les traînées de condensation, et justement, ils ont sorti accessible sur leur site un document. C'est l'état de l'art de la recherche scientifique sur l'impact climatique des traînées de condensation des avions. Donc c'est assez génial parce que justement, c'est encore au stade des études. Donc il y a plein de scientifiques qui font différentes études. On peut trouver plein de choses sur Internet, mais là, l'ADEME a fait l'effort de tout synthétiser pour avoir. C'est une 40aine de pages, c'est un PDF. Vous trouvez ça sur leur site, et c'est assez génial parce que de rentrer dans les détails scientifiques, c'est pas une thèse. Enfin voilà, c'est assez accessible. On pourra peut-être pas tout comprendre en fonction de son appétence pour ces sujets-là, mais en tout cas, ça donne un bon aperçu de ce sujet-là. Et donc voilà, je recommande ce petit guide de l'ADEME avec l'état de l'art actuel. Ils ont sorti ça cette année ou fin d'année dernière, donc c'est assez à jour. Récent, ouais. Et on va en entendre beaucoup parler dans les années à venir, peut-être même au Bourget cette année, j'imagine, il y aura beaucoup de choses en lien avec ça. Donc voilà, ma petite recommandation, état de l'art de la recherche scientifique sur l'impact des traînées de condensation sur le site de l'ADEME, ADEME. Mais Voilà. merci beaucoup pour ta reco, Antoine. Bah merci Alexandre, merci beaucoup vraiment du fond du cœur Arthur pour tous ces partages. Je vais découvrir Merci, toute merci voilà, ta pour votre carrière, ton invitation. œuvre, tout ce que tu fais et ta passion pour l'aéronautique qui vraiment, on voit que ça vibre. Donc c'était génial. C'est On clair. espère que ça vous a plu. Bah merci à tous. Vous avez été très actifs dans le chat. C'était super de passer ce moment avec vous. Merci Alexandre, merci Joris à la technique. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et d'ici là, bonne soirée à tous et donc à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.